En attendant pour ce soir, ce dont on va parler, c'est la cure de raisin. Alors c'est un petit peu un marronnier pour moi parce que j'y reviens tous les ans. En fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte à évoquer les cures de saison qu'on peut faire. Alors pareil, tous les ans, au mois de mars, on va dire aux alentours du 21 mars, au moment de l'équinoxe, je fais les cures de printemps. Donc là où je parle du plantain, de l'ortie, du pissenlit, de la sève de bouleau. Pour l'équinoxe d'automne, je parle essentiellement et quasi exclusivement de la cure de raisin. J'essaye de me raccorder à ça en tant qu'élément de saison, en tant qu'aliment extrêmement nourricier, puis surtout en tant que principe de santé évident. C'est-à-dire comme au même type que la nature change son comportement, si on se met au diapason de notre macrocosme, eh ben on devrait faire un changement puis opérer des modifications dans notre hygiène de vie générale. Alors ça commence par l'alimentation, parce que c'est là où on peut avoir le plus de prise. Le reste du temps on travaille souvent, donc on a moins le temps pour des activités de plein air, de relaxation, de prise de temps pour dormir plus. En tout cas, on peut maîtriser sa cure de raisin parce que ça ne demande pas de cuisine, ça ne demande pas de préparation, ça ne demande rien du tout. Au contraire, par exemple, la sève de bouleau, il faut la récolter ou alors la commander, l'acheter, ou faire des infusions de pissenlit, de cuisiner le plantain, de l'extraire, etc. Elle est extrêmement simple à faire, et donc non seulement on ne va pas prendre du temps à faire cette cure, on va déjà en gagner. Je ne sais pas trop ce que je vais dire pendant cette conférence, mais en tout cas, il va y avoir un canevas qui va être théorique au départ, et après, on va aller vers l'aspect plus pratique. Si. Bon, alors, c'était monodiète de raisin, bienfaits mis en pratique. Donc là, les bienfaits, on va les aborder en théorie, mais ça sera pas, cette partie théorique-là, elle ne sera pas du tout rattachée à la cure de raisin. Elle sera généraliste. Le bienfait de faire une cure, d'entreprendre une diète ou une modification alimentaire qui vise à restreindre son alimentation et surtout les apports toxiques. C'est ça, le principe de comprendre pourquoi faire une cure, que ce soit en automne, que ce soit au printemps, ou que ce soit parce qu'on se sent surchargé. Ça sera un peu l'aspect théorique. On va essayer de faire pas trop long, mais quand même suffisamment développé pour bien qu'on sente la nécessité aujourd'hui de se raccorder à ça. Et puis derrière, ça sera des choses plus pratiques, où là, ça sera plus un échange entre nous, où je demanderai aussi à ceux qui ont déjà fait des cures de raisin de venir apporter leur témoignage pour pas qu'il n'y ait qu'une voix par rapport à ça, pour que ça puisse amener une expérience pratique. Et puis surtout de voir comment on l'applique, comment on la prépare, comment on la vit, comment on sort, quels effets peuvent être attendus, quels symptômes peuvent survenir. Voilà. Donc là, ça sera un peu plus dans le pratique. Pour l'heure, au niveau théorique, avant d'entreprendre une cure, ça serait déjà de dire pourquoi faire une cure. Donc là, vous êtes je sais pas, 25, il y a peut-être 25 raisons différentes de faire une cure. En tout état de cause, il se passera les mêmes choses dans le corps. Et il se passera les mêmes choses au niveau de la cellule. Tous autant qu'on est, là, on a des organismes qui sont surchargés par des habitudes alimentaires qui peuvent être incorrectes. Je pèse mes mots des fois. Enfin, voilà, ça peut être très très incorrect à certains moments de notre vie. Par une hygiène de vie qu'on ne peut pas toujours maîtriser, pas la possibilité de respirer un air correct, d'avoir un travail épanouissant, de pouvoir gérer son stress, de pouvoir dormir à sa convenance, d'avoir des relations familiales ou sociales épanouissantes, d'avoir des relations amoureuses tumultueuses, ce qui fait qu'on emmagasine du stress, on emmagasine des surplus, on va dire, toxiques, parce que ça ne vient pas que de l'alimentation, des ondes électromagnétiques, des rayonnements voilà, type néon, une aération insuffisante au travail, un stress qui va venir vraiment acidifier le corps, mais là on va se focaliser sur l'alimentation. Si on veut comprendre comment agit une cure, on va déjà devoir se poser la question comment agit et comment travaille une cellule. Alors une cellule, c'est tout simple. Une cellule humaine, elle part d'un seul et même moule, c'est à la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Ça fait une première cellule, et puis qui va se répliquer des milliards de fois selon ce même code génétique. Donc ça, on n'a pas la main mise dessus, c'est un patrimoine. Et puis ensuite, il va y avoir le patrimoine, on va dire, ou l'environnement épigénétique. Donc là, c'est-à-dire, ça va être tous les choix de vie de la mère pendant sa grossesse. Ce que les parents vont nous imposer, parce qu'on n'a pas de libre arbitre quand on est petit, puis après, par mimétisme, on va retranscrire des choses sociales, familiales, environnementales, contextuelles, qui vont nous amener à avoir une hygiène de vie X par rapport à un patrimoine génétique Y. Et la cellule, par rapport à ça, elle va se comporter d'une certaine manière. Elle va assimiler des choses, elle va les traiter, elle va les rejeter. Il y aura très peu de choses théoriques qu'il faudra retenir, mais ça c'est fondamental, de savoir que la cellule elle travaille sur
sur ce rythme qu'on pourrait qualifier de ternaire, c'est-à-dire je prends des nutriments dont j'ai besoin, qui me sont envoyés par le système digestif à travers la muqueuse intestinale, via le sang, la cellule qui baigne dans la lymphe, qui reçoit ce sang, ce liquide nourricier chargé de nutriments, ou d'autres, va prendre ces informations, elle va les traiter. Évidemment que si elles sont physiologiques, ça ira beaucoup plus vite. Évidemment que si elles sont petites quantités, ça ira beaucoup plus vite. Et puis, selon leur nature, elle va les traiter plus ou moins efficacement, elle va les relâcher. Elle va se nettoyer. Ce faisant, comme chaque travail nécessite une dépense énergétique, il va y avoir aussi une réaction de production de déchets. Donc naturellement, le corps s'acidifie. Par le simple fait d'exister. Par le simple fait de survivre, on brûle de l'énergie et on crée du déchet. Un déchet métabolique. Alors, la nature et le corps humain est magnifiquement fait. Il y a des processus d'élimination, ce qu'on appelle les organes émonctoriels. Donc, il va y avoir les reins, il va y avoir les intestins, il va y avoir les poumons, et le foie, qui est un organe filtre aussi. Donc, on peut compter là-dessus. Malheureusement, dans la vie, on consomme souvent des aliments qui sont inappropriés physiologiquement à notre espèce. Donc, on va demander à la cellule beaucoup de travail. Et puis surtout, on va lui demander un travail répété dans le temps, où elle aura peu de phases de respiration pour gérer tout ça. Donc elle va devoir prendre à sa charge beaucoup d'informations, en traiter une certaine partie, en rejeter encore une certaine partie moindre, et puis le reste, il va y avoir du déchet qui va stagner en elle, puis autour d'elle. Elle va rejeter dans la lymphe, et puis ça va stagner, ça va un peu polluer le sang. Puis après, les émonctoires vont être fatigués à force d'avoir tout ce surplus de toxines à gérer, donc les reins vont être moins efficients, les intestins vont être moins efficients aussi, on va uriner plus clair, on va avoir une tendance à la constipation. Alors, les organes relais vont prendre à charge ce travail-là, on va transpirer par la peau, on va avoir une mauvaise haleine, ce qui prouve qu'on dégage plus par les poumons, et puis on va avoir le foie un peu surchargé. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a un trop-plein dans l'organisme. Quand on sait ça, on se dit, mais pourquoi on ne peut pas gérer autant d'informations? Parce que cellulairement, l'information humaine, on va dire avec les milliers de générations qui nous ont précédés, on a plus souvent connu des périodes de manque d'alimentation que de jouissance alimentaire de 3 repas par jour. C'est-à-dire c'est pratiquement la première période de l'histoire récente où l'homme a la chance et la malchance à la fois de connaître l'abondance et de pouvoir manger à sa faim, et tout le temps. Dans la nature, si vous regardez les animaux, ils sont très opportunistes, c'est-à-dire il y a de la nourriture, je me jette dessus, je me gave, et après il y a un point d'interrogation quant au prochain repas. Je ne sais pas quand je vais tomber sur un bananier ou un manguier, je ne sais pas quand je vais pouvoir attraper une gazelle, je me remplis la panse. Et après, il va y avoir un jeûne forcé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, pour certaines espèces, on ne sait pas. Il y en a qui rusent en faisant des phases d'hibernation, on ralentit le métabolisme du corps. L'homme, nativement, il savait qu'il y avait ça, en étant chasseur-cueilleur ou autre, il fallait qu'il tombe sur de la cueillette, il fallait qu'il tombe sur des animaux qu'il arrivait à capturer. Il a réussi à combler ça en domestiquant la nature par l'élevage et l'agriculture, mais quand bien même, on était sujet aux intempéries. On était sujet aussi aux mortalités des bêtes d'élevage, et puis aussi au commerce. Il fallait avoir les moyens de se procurer ces biens si on ne les produisait pas nous-mêmes. Donc c'est fondamental de comprendre ça, que l'organisme humain est plus fait pour gérer la frustration alimentaire que l'abondance régulière. Et quand bien même il pourrait y avoir abondance régulière, c'est à partir de quel type d'aliments? Est-ce que les aliments qu'on ingère sont physiologiques pour nous? Et bêtement parlant, est-ce que quand je mange, j'ai faim, ou est-ce que ça répond à un réflexe? Ma pause est à midi, le temps que j'aille à la cafette, il est midi 15, je mange, mais est-ce que j'ai faim à midi 15? Est-ce que c'était pas plutôt à 11h30 ou plutôt à 15h? Donc là, ça veut dire que le corps n'est pas spécialement prêt, n'envoie pas vraiment de signal. On a rarement l'occasion de se poser de cette question, de mettre en avant l'instinct pour se dire, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est une envie de manger ou est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un réflexe ou est-ce que c'est viscéralement quelque chose dont l'organisme est dépendant? Avant de faire une cure, c'est déjà de se poser ces questions-là. Parce que souvent on aborde une cure ou une diète
avec la peur au ventre d'ailleurs, c'est pas sans jeu de mots, on se dit je vais manquer fondamentalement. C'est pour ça que la première erreur des gens quand ils font la cure de raisin, ils font un énorme stock. Ils disent, il va falloir que j'en mange 5 kilos par jour du raisin. Ils arrivent rarement à 2 kilos le premier jour, mais c'est une programmation mentale qui est déjà inscrite. Et quand bien même je vous le dis, c'est sûr que si vous n'avez jamais expérimenté la cure de raisin, vous aurez ce réflexe-là qui est naturel en fait. C'est un réflexe de peur. Et quand on regarde du raisin, ça paraît très banal. Si vous mettez un steak à côté, qui aurait peut-être la même valeur calorique, on pense qu'on aurait plus de satiété avec le steak qu'avec le raisin. C'est une image qu'on a. C'est une projection mentale qui repose sur pas grand-chose, si ce n'est quelque chose qui est véhiculé d'une manière sociale et qui est transmise génération après génération sans véritable fondement. En tout cas, pour ce qui nous ramène à la partie théorique, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps a vraiment besoin de ce rythme-là de repos. On a une faculté dans le corps, c'est de remettre les choses naturellement à leur place. J'étais en séance juste avant avec une personne qui a des gros soucis intestinaux, qui va à la selle une fois par semaine. Elle me disait, je peux quasiment rien manger, ça me fait mal, ça me brûle. Alors je prenais l'exemple de quelqu'un qui a pris un coup de soleil sur la peau et qui s'expose au soleil. Ça va brûler encore un peu plus. Donc l'image que j'ai prise, je dis, faut mettre un t-shirt et se mettre à l'ombre. La faculté géniale qu'aura le corps, c'est de cicatriser cette brûlure, tout seul, sans rien faire, sans mettre de baume, rien. C'est-à-dire laisser le temps au temps. Donc ce que j'ai fait comprendre à cette personne, c'est de dire, il faut que tu laisses ta muqueuse intestinale, la peau c'est une muqueuse aussi, au repos, laisse-la au repos, et puis elle va se refaire d'elle-même. Donc le corps a cette faculté-là de cicatriser les plaies qu'il a en lui. C'est-à-dire un organe qui est congestionné, surchargé, lésé, fatigué, si on le laisse au repos, naturellement il reviendra à l'état naturel d'équilibre et de bon fonctionnement. À travers chaque cure, chaque diète, chaque jeûne qu'on va chercher à faire, c'est uniquement ça qu'on va chercher à atteindre. Même si ce n'est pas notre but premier, c'est que ça qui va se produire dans le corps, rien d'autre. Lui, il est dans un fonctionnement autonome. On peut chercher à agir de quelque manière que ce soit sur lui en prenant des médications chimiques ou naturelles. De toute façon, lui, il s'en moque. Il a un plan déterminé qui dit ma priorité, c'est ça. Je vais faire une diète pour soigner mon foie. Lui, s'il dit non, je m'en moque de ton foie, c'est les intestins, il va se mettre en programme intestin. On pourra forcer le travail en prenant tel ou tel aliments qui ont des propriétés pour la sphère hépatico-biliaire, par exemple, ou en prenant des compléments alimentaires, du radis noir, du desmodium, etc., pour venir impacter sur le foie. N'empêche que si lui décide de travailler sur les intestins, la majorité de l'énergie mobilisée se fera pour les intestins. Après, si on le force avec des plantes amères à travailler sur le foie, malgré lui, il va devoir aller là. Mais son programme initial, il est fait pour les intestins. Donc il ne faut pas mettre d'attente spécifique dans une cure, si ce n'est de lui dire « je te laisse la main libre, je ne sais pas ». Mais peut-être que tu vas traiter la sphère ORL, peut-être que tu vas gérer ma fatigue, peut-être que tu vas nettoyer ma lymphe, peut-être que ça sera les poumons, j'en sais rien, mais je te laisse libre parce que toi tu sais et moi je suis ignorant de ces choses-là. Et c'est pas que vous qui êtes ignorant de ces choses-là, c'est tous les milliards d'habitants sur la Terre, aussi spécialisés soient-ils, qui l'ignorent. C'est impossible à décoder. Le corps, il a un rythme autonome qui fait que de toute façon, il cherche à survivre. Instinctivement, quand vous êtes malade, vous n'avez pas faim. Mais derrière, s'il y a quelqu'un qui vous dit « mange pour prendre des forces », s'il a de la conviction, puis si vous n'avez pas assez d'assurance, vous allez manger. Ça ne va pas passer, vous n'aurez aucun plaisir à manger. Ça ne passera pas. Vous allez vous forcer, et on le fait généralement pour les enfants. Et eux, ils tournent la tête, on leur présente leur biscuit préféré, leur goûter préféré ou leur boisson préférée, ça passe pas. Même chose pour un animal. C'est-à-dire que là, c'est l'instinct qui prend le dessus. Le pouvoir autoguérisseur du corps manifeste un signal très fort qui va au-delà de notre propre volonté. Il faut faire confiance à ça, et pas envers même ce que je peux dire, mais il faut être certain qu'il y a une capacité du corps à venir endiguer tout ça. Donc le principe de la cure de raisin, ou comme n'importe quelle autre cure, c'est de dire en fait, je simplifie le travail fonctionnel du corps pour lui déléguer un maximum de temps à récupérer. C'est-à-dire, va cicatriser ma muqueuse intestinale, répare ma peau, remet les émonctoires en état de marche. On peut dire que 95% des maladies qui existent sur Terre
sont dues à un surplus, à un excès. Même la carence, généralement, c'est dû à un excès. Si vous avez suivi ce que j'ai dit par rapport à la cellule, si cette lymphe dans laquelle baignent les cellules et qui transmet le liquide nourricier aux cellules est congestionnée, ou est vraiment engluée, les nutriments ne vont pas pouvoir accéder à la cellule. Donc on a beau prendre de la complémentation alimentaire, des aliments très riches, par exemple pour une carence en fer, ça sera dans l'organisme, mais en dehors de la cellule. Donc on peut dire que ça ne sera pas là. Et c'est là où généralement on se trompe en nutrition, où on dit, il y a 37,48 mg de fer dans 100 g d'aliments sur ça, t'es carencé en fer, mange ça. Et c'est comme si je vous disais, il manque 103 €, je suis à découvert, est-ce que vous pourriez vous cotiser? On va être super sympa, vous allez me donner même 200 €. Est-ce que vous allez me donner 200 €? Merci, ok. Mais imaginez que vous me les donniez, peut-être. Si j'ai les poches trouées, vous me les donnez, je suis content. Théoriquement, je les ai mes 200 €, je les mets dans ma poche sans trouer. Mais je suis toujours pareil, je suis rien. Et bien avec les carences, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on manifeste le besoin d'une ressource, on prend cette ressource, mais on ne peut rien en faire. Et on va augmenter la congestion parce qu'on dit, il faut que je mange plus pour avoir mon fer ou autre minéral ou vitamine qui peut être déficient. Et on va augmenter le syndrome de congestion, et rien n'ira à la cellule. La personne qui a mis ça en avant en France, c'est le professeur Marchessault, qui est un peu le fondateur de la naturopathie, dans les années, on va dire, 50-60. Il avait suivi des personnes qui étaient anémiées, qui mouraient d'inanition. C'est-à-dire qu'il ne fixait plus le fer dans la cellule. Et lui, ça l'intriguait beaucoup, donc il a fait pratiquer des autopsies dessus, et il s'est rendu compte qu'il y avait une pigmentation en fer qui était très présente chez ces personnes-là, surtout au niveau de la rate. Donc il s'est dit, attends, là, il meurt d'absence de fer, et il y en a partout. Donc il a cogité là-dessus, et puis il a proposé à des gens qui étaient mourants, qui allaient y passer, d'inanition, il a dit, je vais vous faire jeûner. Alors les gens disent, on est en train de mourir de faim, et tu nous dis de ne pas manger. Foutu pour foutu, il y en a qui ont testé. Et puis il y avait des prises de sang régulières. Et au bout de 10 jours, la carence en fer était régulée après avoir bu que de l'eau. Et là, il avait mis le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. Il dit, en fait, ce sont les obstructions qui créent la carence, et pas l'absence d'eux. C'est-à-dire qu'en se nettoyant la cellule, et en nettoyant son environnement, elle pouvait prendre ce qui était en latence dans le corps. Donc quand on a souvent ce que les gens disent quand vous entreprenez une cure, tu vas te carencer, ben non, je vais non seulement pas me carencer, en plus je vais tout réguler. Pour peu qu'on ait mangé équilibré avant, évidemment. Si on a mangé que des pâtes pendant 3 ans, on va rien réguler du tout, quoi. Donc encore que, du coup, on mangerait quand même mieux. Il y aurait plus de vitamines, de minéraux et d'enzymes dans le raisin qu'il peut y en avoir dans un aliment mort comme la farine de blé raffinée. Mais du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'aspect fondamental de nettoyer ce qu'on appelle le système ambulant, le sang et la lymphe, pour laisser la cellule s'exprimer enfin, se nettoyer et assimiler. On a tout pour faire, mais au mauvais endroit. Donc là, c'est de recoudre la poche, pour que les 200 € que vous allez me donner dans 1h30, je puisse les garder, je les remets sur mon compte en compte, et ça y est, je ne suis plus en carence d'argent, je peux aller voir mon banquier, je suis content. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais ça, c'est possible uniquement si on a une alimentation hypocalorique et hypotoxique. Et si on laisse le corps s'exprimer, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en hyperactivité non plus. Ça veut dire qu'on va dépenser de l'énergie, on en aura moins pour nettoyer et assimiler. Donc la période de cure, elle doit toujours s'accompagner d'une grande période de repos aussi. Si on veut vraiment aller au bout de la cure, c'est je laisse le maximum d'énergie au corps. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il a besoin de jus. Donc je lui donne. Donc je ne vais pas aller faire de footing, et je ne vais pas dormir peu, je ne vais pas profiter du surplus d'énergie que j'ai, qui n'est pas mobilisé pour la digestion, pour aller faire des choses extraordinaires. Non, au contraire, je vais revenir à l'intérieur. Je vais faire des activités épanouissantes, ça peut être artistique ou autre. Je vais méditer, je vais me relaxer, je vais écouter de la musique, je vais lire. Encore que, ça va être une stimulation intellectuelle et cérébrale, ça va prendre de l'énergie. Mais vraiment, 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 je baisse tout. Je rentre en hibernation. Ça, c'est fondamental à comprendre. Quand on fait une cure, ça passe par 3 phases. Ça, c'est ce qui est constaté pendant le jeûne, mais avec n'importe quelle cure, ça se produit ça. Alors évidemment, ça dépendra de la longueur de la cure. La première étape, ça va être de nettoyer le système ambulant.
Donc, je disais le sang et la lymphe. C'est pour ça qu'on va avoir des symptômes de détoxination très forts au début d'une cure, parce que c'est, on va dire, ce qui est en stagnance, ce qui est en circulation, d'où les maux de tête, d'où les douleurs aux lombaires, dans la région des lombaires plus précisément, parce que les acides ressortent par les reins via les urines. Ça va être des douleurs articulaires accrues, parce que les acides qui sont en stagnation dans les régions articulaires vont être mobilisés pour ressortir par les urines et par les reins. Ça va être des coups de pompe, ça va être des nausées, donc là c'est le foie qui va ressurgir. Ça peut même aller jusqu'au vomissement, c'est-à-dire une purge, on va dire, de la vésicule, souvent. Voilà, ça peut être ces symptômes-là. Ça peut être des éruptions cutanées. Souvent, si c'est le liquide un peu blanc, ça c'est de la lymphe, qui est remplie un peu de pus, des choses comme ça. Ça va être la lymphe qui va se nettoyer. Et puis sinon, c'est tout le système sanguin qui va se mettre en rotation. C'est pour ça qu'avoir une hydratation suffisante, ça va permettre de diluer un peu tout ça, en activant la fonction rénale. Ça, c'est la première phase. Si jamais on fait un jeûne strict à l'eau, ça va durer entre une semaine, 10 jours, enfin entre 5 et 10 jours selon les individus. Ensuite, la deuxième phase, ça va être de réparer les organes fonctionnels. C'est-à-dire de nettoyer les reins, nettoyer le foie, faire un travail d'expectoration au niveau des poumons. Ça va être de réparer les zones lésées au niveau des intestins. Ça va durer pareil une semaine, 10 jours. Encore une fois, c'est des valeurs qui veulent tout dire et rien dire, ça dépend vraiment du terrain et des individus, puis de l'âge. Et la troisième phase, ça va être de remettre ces organes fonctionnels nettoyés en corrélation et en fonctionnement les uns avec les autres. Le foie fait toujours office de directeur, il va se mettre au diapason de tout ça. Il va dire, l'estomac je comprends, je travaille avec le pancréas aussi, je vais relâcher ça dans les intestins. Voilà, on remet tout en ordre de marche. Ça c'est la dernière phase, c'est celle qu'on a atteint rarement. Parce qu'il faut quelque chose de très long, ou alors on l'atteint après des diètes, enfin des cures répétées. Il ne faut pas tomber aussi dans l'excès. Moi je rencontre des gens qui me disent je jeûne et je m'autorise à faire des cures tous les ans, comme ça je profite, entre guillemets, toute l'année je vis comme un champ. Je bois beaucoup, je mange à l'excès. Et là du coup à chaque fois on dépasse pas le seuil qu'on a atteint avec la cure. On repart à zéro à chaque fois. C'est une bonne chose. Mais on ne peut pas aller jusqu'à la finalité, c'est-à-dire jouir de la pleine santé et du fonctionnement effectif de ces organes. S'il vous plaît, les délais que vous donnez là, une semaine, 10 jours, c'est à chaque phase de faire cette durée? Non, là, je disais, ça veut tout dire et rien dire. Grosso modo, si vous faisiez par exemple un jeûne à l'eau d'un mois, ça serait ça. Grosso modo. Il faut comprendre en gros que le corps il a ses priorités, c'est qu'au départ, il nettoie le sang et la lymphe, ensuite il va s'occuper des organes, ensuite il va lier les organes entre eux. C'est purement théorique ce que je viens de dire. D'accord, ça n'a pas de... Si vous faites, vous empilez, c'est sûr que, surtout pour un premier truc, si vous faites déjà juste nettoyer la lymphe, le sang, et puis travailler sur les reins et le foie, ça sera déjà bien si vous faites par exemple un mois de raisin. Par exemple. C'est un exemple. Après, ça demanderait à connaître le terrain de chacun. Voilà, on est tous avec des faiblesses génétiques. Là, pour le coup, cette personne-là que j'ai vue avant, c'était intestin et foie. Voilà, il y en a d'autres, ça sera plus les reins. Donc déjà là, ce ne sera pas égal le travail que la durée de travail, et puis ça dépend le rythme, et c'est surtout, ça dépend de la vitalité qu'on a. Si on est très fatigué, le corps il va bénéficier d'assez peu d'énergie, alors quelqu'un qui a énormément de vitalité, ça ira beaucoup plus vite. C'est vraiment très théorique ce que je viens de dire là, mais grosso modo, c'est pour vous sachiez que c'est segmenté en phases, et que c'est pas aléatoire, et que pendant une cure, il ne se passe pas n'importe quoi. C'est très codifié par le corps. Après, ça, c'est par l'observation. Il y a quantité d'études qui ont été faites, surtout en Russie, sur les diètes qu'on pouvait avoir, que ce soit les diètes au bouillon, les jeûnes, etc. Et on a constaté ça par des prises de sang, par des observations empiriques du fonctionnement des organes, qu'il se trouvait des choses comme ça. Là, pour parler de mon cas personnel, sur 14 jours de jeûne à l'eau au mois d'août, au bout du 9e jour, j'ai uriné du sable dans les urines. Donc c'était des petits calculs qui sont sortis. Donc là, c'est arrivé le 9e jour. J'ai eu des crises d'élimination au niveau du sang et de la lymphe, très fortes au niveau du 4e jour, où j'ai perdu 1,7 kg par exemple. Après, ça stagne. Et ça, il y a des courbes qui sont référentielles, qui indiquent ces étapes-là, qui sont codifiées.
Mais ça va dépendre complètement. Il y avait d'autres personnes qui jeûnaient en même temps que moi qui étaient à l'eau. C'était différent. Mais sachant que de toute façon, la première semaine, on ne nettoie, c'est systématique, on ne nettoie que le sang et la lymphe. Donc on ne va pas travailler sur l'organe. On va juste éliminer les tâches en cours. Ce qui devrait être le cas quotidiennement en fait. Ce qui est le rôle de la nuit. Quand on dit petit déjeuner, ça veut dire qu'on casse un jeûne. C'est pour ça que la période entre le dernier repas du soir et le premier du matin doit être la plus longue possible. Et sachant que le premier repas doit être le plus léger possible pour continuer d'effectuer ce travail-là. Le corps il fonctionne selon un biorhythme très précis, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Et à l'intérieur de cette chronobiologie qui dure 24 heures, il y a des cycles qu'on appelle ultradiens, de plusieurs heures. Par exemple, de minuit à midi, on élimine. De midi à 20 heures, on assimile. Le reste du temps, on va commencer déjà une élimination. Donc si on va, dans cette période qui est censée être d'élimination, par exemple jusqu'à midi, manger, eh ben on va à l'encontre, on va dire, du rythme naturel du corps. Donc il faut le savoir. C'est pas que c'est bien ou c'est mal de manger le matin, mais de savoir que si on mange par exemple du pain, qui est un aliment amidonné qui demande entre 3 et 5 heures pour être digéré, eh ben on va couper toute cette période qui est faite pour l'élimination à une assimilation forcée. Et on va arriver, si on mange pour 7 heures, on va dire allez, 4 heures de digestion, 11 heures, pour peu qu'on grignote le matin, on va relancer la digestion, on mange à midi, on n'a fait que digérer de 7 heures à midi, on remange un repas normal qui dure 3 heures, on arrive à 15 heures. De 7 heures à 15 heures, le corps il n'a pas été au repos. 15 heures, je grignote à 16h30, j'ai eu qu'une heure 30 jusque-là. Je relance pour 3 heures, 19h30, je mange. Jusqu'à 22 heures. Donc de 22 heures à 7 heures du matin, donc ça va nous faire 9h30, j'ai 11 heures dans ma journée où le corps est au repos. Même pas la moitié. Pour savoir, on est allongé, on n'a pas de l'activité. L'idéal serait plutôt 16 heures. 5 heures par jour, ou même 3 heures en plus par jour, ça ne pas grand-chose, mais sur une semaine, ça fait 20 heures. Sur un mois, ça fait 80 heures en plus. C'est 80 heures de travail que le corps peut mettre à profit pour éliminer. Le fait de faire une diète de raisin, déjà, c'est de se dire en combien de temps se digère le raisin 20-25 minutes. Pas mal, par rapport à une tranche de pain qui demande 4 heures. Donc là, on gratte 3h30. Si on fait 4 repas de raisin, c'est pas mal. 4 repas, ça va nous faire 4 fois 2, 8, 80, 1h20 de digestion dans la journée. Donc ça veut dire 22h30 d'élimination. On a doublé le temps d'élimination sur la journée. Mais on a fait 4 repas. Le même nombre qu'on faisait ou qui nous laissait que 11 heures d'élimination. Là, on double le temps d'élimination en faisant le même nombre de repas. Mais on a réduit. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis qu'un seul aliment. C'est-à-dire qu'au niveau du travail enzymatique, au niveau de l'estomac, au niveau du pancréas, on ne sollicite qu'une fonction, une seule et même fonction, parce que c'est le même aliment, c'est le même programme. Si je mange du pain, du fromage, des céréales, la viande, du fromage, comptez le nombre d'aliments différents que vous pouvez manger sur la journée. Vous pouvez facilement arriver à 30, hein. Facilement. Parce que je ne vous parle pas de, là, si on regarde un biscuit, il peut y avoir 7-8 ingrédients dedans, ça compte. Donc tout ça, ça en fait, puis il y a des associations qui ne sont pas terribles. Si j'ai dit que le raisin, il mettait 20 minutes à se digérer, si je le mange après du pain, le raisin, comme tous les fruits, il se digère au niveau de l'intestin grêle. Alors que le pain, c'est au niveau de l'estomac. Ça veut dire que lui, il attend que le pain, la tranche de pain que j'ai mangée avant, elle soit digérée, mais en attendant, il va se décomposer quand même. Il va aller chercher des enzymes au niveau des sucs gastriques, mais qui vont perturber la digestion du pain parce que ce n'est pas les mêmes. C'est alcalin, les céréales c'est acide. Donc l'estomac doit produire à la fois des sucs pour un aliment acide et à la fois des sucs gastriques pour un aliment alcalin. C'est complètement antagoniste, c'est une dépense d'énergie folle, donc on ne prend pas d'énergie, on en perd. C'est pour ça que souvent les gens, après manger, ils ressentent le besoin de faire une sieste. Donc en gros, on prend du carburant pour fonctionner moins bien au final. Le simple fait d'observer ça, on devrait se dire, attends, je mange pour prendre de l'énergie, j'en ai moins. Ça ne va pas. Vous prenez votre raisin, vous faites le test, ça reste constant. Si vous faites des mauvaises associations alimentaires, il y a un gros pic là. Pouf. Pendant 3 heures, on est lourd, ouais, c'est pas le bon job là, ça va pas. On se nourrit pour avoir de la force et on en perd au final. Donc ce travail-là
eh ben, on a moins d'énergie, et en plus cette alimentation elle nous apporte peu d'énergie, il va falloir que ça soit stocké, en plus on va mal pouvoir gérer le stock parce qu'on est fatigué, et en plus généralement on doit travailler. On travaille mal parce qu'on est fatigué, puis on a moins de lucidité. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans un travail très intellectuel et de rendement, ils font des cures pour être efficaces dans le travail. Et c'est des pragmatiques. Ils savent que ça prend pas de jus. Enfin, ils ont constaté sur eux. Ils disent, bah là, j'ai besoin d'être... je dois faire une présentation, je suis à jeun, je percute. Ou je dois faire tel boulot, je dois être super concentré, bah, je ne vais pas manger une choucroute. Je vais manger 3 fruits et puis ça passe. Non mais ça paraît bête dit comme ça, mais c'est... pensez aux étudiants qui amènent leur barre céréalière, leur coca, leur machin pendant les examens. C'est quoi d'autre si ce n'est se rassurer? C'est quoi l'activité, la dépense calorique intense que vous menez? Mais le reste de l'année, ils n'ont pas ça. Il n'y a personne qui amène une barre céréale sur sa table avec une bouteille de trucs. Et pourquoi ça change l'examen? C'est juste parce qu'on met dans l'alimentation une telle projection, on va dire ça va me donner de la force. Non, ça va juste épuiser. Mais là, il y a un très très long chemin à faire dans la tête pour revenir à ça. Ça veut dire que dès le départ, c'est un conditionnement. C'est du mimétisme qui est impliqué, puis il y a la manquibo. Prends ça pour l'examen, c'est ça qui va t'aider à réfléchir. Je pense que c'est la barre énergétique qui va produire une suffisance intellectuelle pour pouvoir répondre bien. Non mais on rigole là, c'est un peu cynique, mais on en est vraiment là tout le temps. Avant d'aller faire du sport, allez, un bon plat de pâtes. Je vais courir, ça remonte, j'ai des relents, j'ai envie de vomir. Super, c'est intéressant d'avoir becté le plat de pâtes. Alors, le plat de pâtes, c'est quoi? C'est rien. Des sucres lents qui déclenchent 2 jours après la digestion, ça n'a aucun effet, mais c'est comme ça. Je me prends une banane, une pomme, là j'ai du jus, c'est digéré en 20 minutes, je la mange 1 heure avant ma course, c'est stocké dans le foie au niveau avec du glycogène, je peux stocker 3000 calories, je peux aller courir ma journée, j'ai ma réserve, j'ai pas faim. Au pire, 2-3 fruits secs, pareil, qui se digèrent en un quart d'heure. Vu qu'on pense que l'aliment nous donne l'énergie, alors qu'on le sait, si on fait une diète et si on fait un jeûne, on en a de l'énergie. Elle est où? Elle est en réserve partout. Dans les tissus graisseux, il y en a à profusion chez tout le monde. Donc on va juste rajouter. On demande à l'effort de pourrir un effort intense, qui n'est pas naturel, comme courir par exemple un marathon, et en plus on lui demande de digérer des aliments pour lesquels il n'est pas fait et dont il n'a pas besoin. Et ça commence à changer. Si vous regardez les ultramarathons, regardez ceux qui gagnent, comment ils se nourrissent et à quel moment ils mangent, vous serez assez surpris. Il y a un mouvement c'est des frugivores, voilà. Crudivores, ils mangent que des fruits. Et ils ne sont pas à la traîne dans les pelotons, ils restent les premières places. Et c'est des courses de 100, 150, 180, 250 km. C'est pas le tour du fort de Shodan, quoi. C'est vraiment de la grosse course, quoi. Et eux, ils ont des plans diététiques qui sont au point, mais ils ont juste été empiriquement de quoi a besoin la cellule, de quoi a besoin le muscle, du glucide. Et ben, la meilleure source de glucides, ben, c'est pas des pâtes, ça reste le fruit. Et donc, quand vous mangez du raisin, quand vous faites une cure de raisin, il y a tout ce qu'il faut. Du glucide en quantité, de très bonne qualité, et puis de l'énergie à profusion. Si on comprend qu'on a toutes les réserves et qu'on a un excès, on comprend l'utilité de faire une cure. Parce que, évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on empile de déchets dans le corps, et moins on a de vitalité au niveau des émonctoires, des organes, pour pouvoir éliminer tout ça. Alors après, toutes les pathologies qui vont nous toucher, on va dire, bah c'est l'âge. Non, c'est pas l'âge. Si je remplis ma poubelle et que je la sors pas, c'est pas parce que ma poubelle est vieille, c'est parce que je l'ai jamais vidée. C'est l'image, c'est la seule image qu'on peut utiliser en fait. L'arthrose, c'est pas une fatalité, la dégénérescence, la sénilité, c'est pas une fatalité. On doit s'éteindre, s'arrêter d'usure fonctionnelle, mais pas d'encrassement. Tous les problèmes de déperdition osseuse, de décalcification, de sénilité, tout ça, c'est des obstructions. On appelle même ça le Alzheimer, le diabète de type 3. Bon, c'est d'ailleurs ce que ça veut dire, quoi. Dérégulation du cycle du sucre, et puis appauvrissement en nourriture des cellules, pour le coup cérébrales, mais on n'en est que là à tous les endroits du corps. Alors il y a des gens, ça va être la tête, d'autres les épaules, le foie, ça va être propre à notre terrain, à notre génétique.
Mais ça va être tout le temps la même chose. Et puis après, quand on va se guérir par une diète ou une cure, on va dire c'est un miracle. Non, c'est juste la logique des choses. Le corps a une possibilité de se réparer. On lui a laissé l'occasion de le faire, eh bien, il le fait. Si les organes n'étaient pas trop lésés et si la vitalité était suffisante par rapport au degré de toxémie, eh bien, il y a un processus normal qui se met en route et qui pour n'importe qui va s'appliquer. S'il y a des conditions de vitalité suffisantes, encore une fois, c'est ça. Si derrière on va rajouter des obstructions, ben, on enlèvera des bouts d'organes, on enlève des vésicules, on enlève des rate, on dialyse des reins. Aujourd'hui on en est là, on est sous la dépendance de tiers, on ôte des morceaux d'organes, quoi. On enlève des thyroïdes, des végétations, des amygdales. C'est des signes là qu'il y a un dysfonctionnement. Et puis souvent on se rend compte, ben, on fait une diète, ben, le symptôme n'est plus là. Le problème n'est pas réglé, mais au moins le symptôme d'alarme, la crise aiguë, ne se manifeste plus. Alors après, si on dit qu'en laissant une respiration au corps, il va pouvoir se réparer lui-même, c'est de dire comment je prépare cette respiration, comment je l'installe, comment je la vis. Là, c'est la partie plus pratique de la conférence. Évidemment que si on s'occupe assez peu de soi, qu'on mange, entre guillemets, normalement, comme un humanoïde lambda, si directement on passe au raisin, ça va faire une grosse dépression. Alors il y en a qui seront contents parce qu'ils diront j'élimine. Non, c'est juste que tu es en quatrième, tu as passé la première. C'est mieux de décélérer, troisième, deuxième, on regarde le contour, c'est pas trop dans le rouge, première. Là c'est pas mal. Donc si on envisage de faire une cure de raisin, c'est de faire des paliers progressifs pour habituer le corps, à la fois commencer d'éliminer les toxines et à la fois en même temps augmenter la vitalité du corps pour qu'il puisse gérer. Là il y aura une action double et qui sera très bénéfique. Et en plus généralement, on va commencer à adapter la taille de l'estomac, on va commencer aussi à se mettre même dans la tête, mentalement, on va se projeter sur une cure, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Il y aura moins de frustration, il y aura moins d'aléas, puis on le vivra vraiment agréablement. Alors, comment préparer une cure, par exemple, de raisin ? L'idéal, ça serait de savoir combien de temps on va faire la cure. Moi, j'aime pas que les gens se programment trop pour une cure, à moins qu'ils l'aient déjà fait ou qu'ils soient très centrés, parce que du coup, on va s'imposer quelque chose et on va se mettre un poids sur les épaules. Donc c'est de se dire, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. À moins qu'on se prenne des vacances ou qu'on se dise qu'on soit habitué, on se dit, bah, moi je fais faire une semaine ou 10 jours ou 3 semaines, ok c'est bien. L'idéal c'est de faire une phase de préparation qui soit égale à la cure. Une vraie bande descente. On va prendre l'exemple de 10 jours, une cure de 10 jours. Et ben, on peut se dire que de J-10 à J-7, on peut commencer d'enlever les éléments les plus toxiques de l'alimentation moderne. C'est-à-dire on peut enlever les viandes rouges, le lait de vache et le blé. Si on enlève déjà ça, puis les aliments frits, on va dire. Après, on peut se dire que de J-7 à J-4, on va enlever tous les produits laitiers, tous les céréales, toutes les viandes, poissons y compris, enfin les produits animaux, les œufs. De J-4 à J-1, on ne va plus laisser que les légumes crus et les fruits, et on va faire que des repas, fruits ou légumes. Et le dernier jour, on ne prendra que des fruits, en prenant soin d'y associer une large part de raisin. Ça, c'est une descente progressive. Et déjà là, il y a des gens pour qui c'est extrêmement impactant. Ceux qui sont lourdement atteints et qui ont mangé normalement, entre guillemets, toute leur vie, s'ils entreprennent ça à 50 ans, ça fait déjà un gros travail. Et donc, déjà, c'est 10 jours très bénéfiques. C'est déjà super bien. Ça veut dire qu'on entre dans la cure, on a déjà fait déjà un travail préalable qui n'est pas négligeable. Le corps s'y est habitué, il y a déjà eu une élimination certaine, surtout au niveau du système ambulant, encore une fois, le sang et la lymphe, et on rentre tout doucement, par petites vagues, dans la cure de raisin. Et là, on peut se lancer et on aura des symptômes beaucoup moins désagréables. Alors, les symptômes que peut rencontrer, ça va être ce que je disais tout à l'heure, les maux de tête, un petit peu les vertiges si on se lève vite, une baisse de tension, des éruptions cutanées, une haleine un peu forte, la langue un peu pâteuse. La langue, c'est souvent le reflet de l'état des intestins à ce moment-là. C'est-à-dire que la muqueuse fait ressortir des éléments acides endormants ou des cols.
Voilà, les cols, ça va être tout ce qui est produits laitiers, produits à gluten et plus largement céréales. Ça peut être aussi du mucus qui sort par la sphère ORL, souvent le nez. Ça peut être aussi des écoulements de cérumen chez certaines personnes. Voilà, ça peut être aussi des douleurs cervicales. Si on est vraiment pris de la sphère ORL et de la sphère supérieure, ça peut être ça. Ça peut être aussi des toux un peu grasses. Voilà, ça peut être ça. Et ensuite, ça va bouger. Il y a des jours où on aura extrêmement d'énergie, il y en a d'autres où on sera assez fatigué. Ça va dépendre des processus que lance le corps par rapport au travail fonctionnel qu'il a à accomplir. Évidemment que plus la course sera longue, plus les effets sur le corps seront importants. Mais ce qui est très intéressant dans le raisin et qui fait sa spécificité comme cure, c'est que c'est un fruit qui est astringent. Astringent, ça veut dire qu'il agit sur les liquides ambulants. Donc c'est-à-dire que comme s'il les tirait. C'est pour ça que je parle beaucoup du plantain pendant la cure de printemps, qui a un peu des propriétés analogues. Donc là, il va tirer la lymphe, il va drainer la lymphe et le sang. Donc dans tout ce qu'on cherche à faire comme travail de d'épuration de ces liquides, le raisin il va être super important. Donc pour cette première phase, les 3 phases successives de nettoyage et de restauration des fonctions du corps, le raisin il va avoir une place assez prépondérante et ça serait même l'aliment idéal par rapport à ça. Ensuite, ce qui fait sa spécificité, c'est que quand on vit les premiers jours d'une cure, on a ce qu'on appelle une crise d'acidose, c'est-à-dire un relâchement d'acide dans le corps qui fait qu'on a des crises aiguës, et à la limite, ce qu'on va chercher à guérir, va y avoir une recrudescence des symptômes. Si j'ai des migraines, je vais avoir des migraines plus, parce que ça veut dire que tout ce qui tourne dans la tête est assez acide, donc là on va mobiliser tous ces acides-là. Le corps, il a des mécanismes tampons. Si on relâche des acides, on peut s'attendre à ce que normalement le sang varie au niveau de son pH, au niveau de l'équilibre acide-basique. Sauf que le sang, il peut assez peu varier. Il a une tolérance qui se situe entre 7,28 et 7,40, grosso modo. S'il y a un relâchement d'acide dans le système ambulant, dans le sang ne peut pas se permettre de varier parce que c'est la mort ou le coma. Donc il va y avoir des mécanismes tampons qui sont l'équilibre par les minéraux. Soit c'est amené par l'alimentation, soit c'est ce qui se trouve dans le corps. J'ai eu le cas d'une personne à 14 heures, elle a une perte de densité osseuse, elle n'est plus qu'à 70% de ça. Elle a un terrain qui est extrêmement acide. Donc le corps, il va pomper les minéraux de la structure osseuse ou des dents pour venir tamponner là-dessus. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes d'ostéoporose ou d'arthrose, ce sont des gens, c'est pas la fatalité, c'est pas la génétique et c'est pas Dieu Tout-Puissant qui a dit ostéoporose chez toi à 60 ans et 4 jours, c'est consommation de produits acides. Et vu que la peur, c'est de dire je vais perdre mes os, il faut que je mange des produits laitiers, pas de chance, c'est les aliments les plus acidifiants, et puis où il y a le calcium qui est le moins fixable. Donc les personnes qui ont de l'ostéoporose, généralement, c'est les grands consommateurs de produits laitiers. Mais à qui on va dire, mangez plus de produits laitiers, vous n'en mangez pas assez. Je vous creuse votre tombe en vous disant ça. Et c'est vrai, hein. J'ai des personnes âgées qui viennent me voir, me disent j'aime pas les produits laitiers mais je me force parce qu'on m'a dit d'en manger. Et puis là, tous les symptômes explosent. Puis la médecin dit vous voyez que je vous avais dit d'en prendre plus parce que ça arrive. Alors on est conforté, ben oui, il faut que j'en mange encore plus. Alors que si elle n'en avait simplement pas mangé comme son corps lui disait de ne pas le faire, il n'y aura pas eu de manifestation très certainement. Si vous agissez par le mental, il y a toutes les chances que vous vous trompiez. Si vous agissez à l'instinct, il y a toutes les chances que vous soyez dans le vrai. Quel que soit le thérapeute que vous en face de vous, et surtout si vous avez Fabien Moine. C'est pas moi qui ai la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Ça, c'est les chiffres de l'OMS, c'est pas moi qui l'invente. Les gens qui font de l'ostéoporose sont les gros consommateurs de produits laitiers. Et quel est le groupe de pays où il y a le moins d'ostéoporose dans le monde? L'Asie, surtout le Japon. Est-ce qu'il y a des produits laitiers au Japon? Non. C'est tout simple en fait. On peut émettre toutes les théories qu'on veut, face à l'observation pragmatique, ça ne tient pas la route. Donc, de se dire que je perds mon capital osseux, ça veut surtout dire que je suis en un terrain super acide. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont déminéralisés, il y a des gens qui ont un gros capital minéral. Évidemment que ceux-là, ils peuvent gérer tout ça. Par exemple, si on regarde Christophe derrière, quelqu'un qui a un bon capital minéral, regardez ses bras,
On sent qu'il y a une belle ossature derrière. Ouais, c'est vrai, si vous regardez moi, c'est plus fluet. C'est pas la musculature, c'est juste qu'il a bénéficié dans sa génétique et dans ce départ de vie, jusqu'à 18-20 ans, dans sa croissance, ou d'une bonne génétique familiale, ou d'une bonne hygiène de vie. Alors que moi, je suis un peu plus handicapé par rapport à ça. Donc, c'est de savoir, si j'ai quelqu'un comme moi en face de moi que je veux conseiller, je ne lui dirai pas les mêmes choses que je dirai à Christophe. C'est évident. Parce que moi, je vais pomper dans mes minéraux si je relâche beaucoup d'acide. Alors que lui, il a un seuil de tolérance qui est plus acceptable. L'avantage du raisin, c'est que lui, il est très chargé en minéraux. Symboliquement, le raisin, je trouve ça extraordinaire parce qu'il a des racines extrêmement profondes. Il va puiser dans les minéraux dans la terre pour aller pomper les minéraux et s'activer par le soleil. C'est fantastique. Donc, quand vous prenez ça, vous prenez non seulement vitamines et enzymes, par le pouvoir astringent, vous libérez vos acides et c'est compensé par les minéraux. C'est idéal. C'est pour ça que c'est le fruit le plus puissant pour une diète. Parce qu'il vient compenser ça derrière. C'est-à-dire que là, c'est adapté presque à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Parce que cette libération d'acide qui pourrait nous faire vivre une spoliation de notre capital minéral, encore une fois au niveau osseux ou dentaire, eh ben, ça va être compensé en partie par l'apport de minéraux si c'est bien mûr et si c'est frais. C'est ça aussi à compenser. Mais il y a des gens qui seront très déminéralisés, je leur dirais, prends un bouillon de légumes le soir. C'est-à-dire, garde les minéraux dans la cuisson, et puis ça va apaiser ta crise d'acidose, ça va te recharger en minéraux pour le lendemain, et tu vas pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus supportable, et surtout, ton énergie va être mobilisée à l'élimination et pas à la compensation. Il y a tout un tas de régulations au niveau du métabolisme qui se produisent, et bon, d'être conscient, en être conscient, c'est déjà une chose, et puis après, c'est comment j'agis dessus. C'est pour ça qu'au début, ça ne sert à rien de faire une cure qui est super grande, à moins qu'on ait un souci de santé spécifique, puis qu'on veuille vraiment accéder à une auto-guérison plus rapide. Mais c'est de dire, cette année, je commence par une semaine, 10 jours. Après, si on se pose la question de combien de temps maximum on peut faire une cure de raisin, je dirais on peut aller jusqu'à 10 semaines presque. Peut-être, mais après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire 3 semaines de raisin, et puis de faire une semaine d'un autre fruit, refaire une semaine d'un autre fruit, d'amener de la variété, ou de manger que des fruits après. Ça serait déjà très bénéfique. Mais des fruits mûrs et pas acides, encore une fois, du coup. On irait plutôt sur de la poire, de la pomme, de la banane, des choses comme ça, des mangues. Voilà. C'est la question de comment les fruits acides, c'est pas par rapport à leur goût qu'on les identifie comme acides. Généralement, si, il va y avoir le goût. On va dire que les fruits contiennent une charge acide, quoi qu'il en soit, et ils vont mobiliser, c'est des acides dits faibles, qui s'oxydent beaucoup plus facilement que les acides, par exemple, générés par les produits laitiers ou les produits animaux, par exemple. Mais ça va dépendre. Par exemple, quelqu'un comme moi, si je mangeais que des agrumes, ça ne serait pas terrible. J'aurais des sensations de froid dans les extrémités qui expliqueraient des relâchements d'acide ou des mobilisations, puis je serais comme pompé de l'intérieur. C'est ce qui se produisait, je ne comprenais pas il y a 5-6 ans, quand je mangeais énormément de fruits. Je prenais des smoothies avec beaucoup d'agrumes, et j'avais des grosses frilosités après. C'est ensuite, comprenant les mécanismes de compensation au niveau de l'équilibre acide-basique, que j'ai vraiment compris ça. Quand je me suis tourné plus vers les pommes, les poires, les bananes, j'avais plus du tout ces réactions symptomatiques-là. Pour ça que c'est un fruit qui est classé doux, le raisin. Les fruits doux, vous aurez très peu de chances d'avoir ça. De toute façon, quand on fait une migration vers plus de fruits, encore une fois, à moins d'avoir un bon capital minéral, c'est toujours mieux d'aller vers des fruits doux, ou mi-doux. C'est plutôt vers des fruits acides, type pamplemousse, orange, même citron, quand bien même il laisse des résidus alcalins au niveau cellulaire. Voilà, faut y aller mollo. Mais en tout cas, les fruits doivent toujours être mûrs. Si on se pose la question pratique de la sortie de la cure, ça va être exactement l'inverse de la phase de descente. C'est-à-dire, je vais passer à des fruits et des crudités. On peut mettre des jus de légumes ou des jus de fruits avec aussi. Je vais prendre des noix, je vais reprendre un peu de cuisson vapeur, je vais remettre un œuf, après je vais remettre des poissons, je vais remettre des céréales sans gluten, puis je vais arriver aux produits carnés si j'en mange. Voilà.
Donc, une cure, par exemple, si on fait une cure de 10 jours, en réalité, on va faire une cure de 30 jours. Donc c'est déjà pas mal. Après, si vraiment on est contraint, on peut faire une descente et une reprise en 5 jours. Vous avez compris le principe. Moi, je vous dis une théorie pour que ça soit très agréable à vivre, puis surtout qu'on prolonge et qu'on anticipe les effets. C'est un idéal. Après, on fait toujours comme on peut, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, puis en fonction des possibilités du quotidien. Mais plus on prépare et mieux on reprend, mieux c'est. Une mauvaise reprise peut annuler complètement les effets de la cure, voire même aggraver. Des gens qui se font des occlusions en prenant des repas de chancre, c'est légion, quoi. Et après, là, il faut refaire une cure pour réparer tout ça. Un peu. Donc, le plus dur, en fait, c'est de ne pas aller dans la compulsion alimentaire au moment de la reprise. Autant la phase de descente, ça se passe généralement bien, autant la phase de reprise, on est dans une certaine euphorie, on a plus d'énergie, puis on repense à tout ce qu'on n'a pas pris pendant cette cure-là. Mais si on est attentif aux signes du corps, par une bonne réintroduction alimentaire, on va avoir les bonnes réactions symptomatiques qui vont nous indiquer si ce groupe d'aliments est bon ou pas pour nous. Si je reprends par exemple du gluten et puis que je sens qu'au niveau de la digestion je suis lourd, j'ai des maux de ventre, j'ai la tête un peu embourbée, c'est ce que manifeste vraiment le gluten. Mais il y a des gens qui me disent moi ça me fait rien. Je dis enlève-le puis reprends-le puis tu verras. Oui mais ça me fait rien. Parce qu'au quotidien tu sais pas. Si moi je nais à Shanghai et puis que j'invite un copain à venir puis qu'il tousse tout le temps, je vais dire c'est quoi je suis un vrai mec moi, ça me fait rien la pollution. Par contre si lui il me dit tiens tu viens à Val d'Isère tout l'été et puis on fait de la rando etc. Je repars chez moi à Shanghai et je vais cracher mes tripes. Si je suis habitué, mon corps il va devoir tolérer. Parce qu'il est obligé de. Et si je le désinforme et que je lui laisse la possibilité de s'exprimer librement, là il va manifester un vrai symptôme. Il ne faut surtout pas oublier ça. À chaque fois que je parle des produits laitiers ou du gluten, il y a toujours quelqu'un qui va me dire moi ça me fait rien. Mais au fond t'en sais rien. Puis un jour, tiens j'ai de l'ostéoporose. Pareil, c'est venu d'un coup. Ou j'ai l'os qui a cassé, ou j'ai de l'arthrose. Je croyais que ça faisait rien. Ça n'a rien à voir. Ok, au revoir. Ça va être comme ça. C'est un peu par cynisme que je dis ça. Mais une maladie, elle n'arrive jamais comme ça. Il ne l'a pas vu venir. Elle n'a rien vu venir. Combien de fois on attend ça? Alors c'est peut-être des maladies muettes, mais c'est rarement le cas. Les gens qui ont des cancers du poumon, vraiment, c'est comme ça. Il n'a jamais toussé. Ah oui, mais ça, c'est une toux chronique. Ok, d'accord. Combien de temps? 15 ans. Vous en connaissez des cas comme ça autour de vous? Des gens qui se plaignent tout le temps d'un organe, tout le temps, puis ça arrive. Putain, je comprends pas. Investigue. Écoute-le, ton corps, il tape à la porte, là. Il te dit. Tout le temps, on a des messages, des éruptions cutanées, de la peau sèche, des toux grasses, la vue qui baisse, une fatigue chronique, des lourdeurs, des douleurs cervicales. Ça nous indique quelque chose. Après, on peut se dire, il faut bien avoir quelque chose. Oui, c'est clair. C'est l'âge. Mon arrière-grand-tante par alliance, elle avait ça. C'est bon, ça justifie tout. Mais il faut se dire, non, c'est pas normal. Mon corps, il doit tourner, il doit fonctionner, il est fait pour vraiment être efficace. Ça prendra le temps que ça faudra. Je passerai par les étapes qu'il faut. Mais si je sais que je peux endiguer ça, pourquoi je ne me laisse pas la possibilité de le vivre? Une cure de raisin de 3 semaines, par exemple, sur 52 contre l'année, ça vaut le coup de tenter l'expérience. C'est pas dit que ça va marcher. Je peux vendre des sornettes aussi. Mais il y a tellement de choses qui montrent aujourd'hui que de laisser le temps au corps de se réparer peut manifester des choses positives, que pourquoi pas essayer. Mais il ne faut rien attendre. On se dit j'essaye. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et puis je tire un trait dessus, et puis j'aurais essayé. Ça ne va pas coûter plus d'argent, ça va demander même moins de temps que de manger normalement. Et puis on laisse s'exprimer les choses. Et là en plus on a le sentiment de découvrir pour la première fois son corps. Je ne savais pas que ça pouvait contenir autant d'air les poumons. Je ne savais pas que je pouvais fonctionner en mangeant moins. Et c'est une peur gigantesque qu'on enlève aussi en nous. C'est-à-dire je peux fonctionner avec mes réserves. Quand on part en voyage, des fois on se soucie, zut là on va... Ouais mais il faut trouver quelque chose à manger. Là on va se dire non ça va... Oui, je peux passer 3 heures sans manger, ça va le faire. Il y a des gens dans leur vie qui n'ont jamais sauté un repas. Jamais. Et ils vont dire, si je saute un repas, j'ai mal à la tête. Donc c'est signe que je ne peux pas sauter un repas. Non, c'est signe que ton corps, il a urgemment besoin de se libérer de choses dont il est emprisonné.
Et puis après, on saute des repas, puis on se rend compte qu'on n'a plus mal à la tête. Puis on a les idées plus claires, puis on voit mieux, on est moins irrité par la lumière. C'est juste parce qu'on a nettoyé un petit peu ce qui tournait dans cette sphère-là. Ça va être pareil pour les symptômes de douleur digestive. Si on laisse le temps au corps de se nettoyer, imaginez vous votre travail, je ne sais pas quel il est, vous avez des tâches à faire. Si quand il y a un employé, un de vos collègues qui part en vacances, vous amène son travail, vous le faites moins bien, vous êtes plus stressé. Par contre, quand il y a, moins d'activité dans l'entreprise, vous faites votre travail mieux, puis surtout vous dites, tous les travaux en cours que j'avais mis dans les classeurs, dans les bureaux, je vais les ressortir. Le corps il fait pareil. Exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire, je vais chercher là ce que j'ai pas eu l'occasion de traiter, quand bien même c'est hyper lointain. On peut revoir ressurgir des symptômes de maladie qu'on a eu il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans. S'ils ont été cachés, choisis bien le mot, vous verrez à quoi ça ressemble au niveau médicamenteux, s'ils ont été cachés par quelque chose de chimique, ils n'ont pas été résolus. On a masqué le symptôme. On n'appelle pas ça des guérisseurs, on appelle ça des cachets. Caché, c'est caché. C'est vraiment... on éteint le symptôme. Je mets une pommade à la cortisone, j'ai plus de manifestation. Oui, mais qu'est-ce qu'elle vient témoigner, cette manifestation? Laisse-la s'exprimer, comprends-la, puis endigue-la. Évidemment, il va y avoir une recrudescence de ces symptômes pendant la cure. Mais on s'en libère une fois pour toutes. C'est pour ça que même en externe, il y a des cataplasmes de raisin aussi. Par ses vertus astringentes, ça va pomper les acides des zones. Il y a des gens qui ont des lésions cutanées, même des problèmes articulaires, on mixe, on écrase du raisin, on le met en emplâtre. Il y en a même qui se nettoient les sinus avec du jus de raisin, pour vraiment activer la libération de congestion dans les sinus. Il y a un petit bouquin, là, je pense qu'il sera disponible dans le magasin dans la semaine, c'est La cure de raisin, c'est aux éditions Jouvence, qui coûte 4,90 €. C'est une naturopathe allemande, je crois, ou autrichienne, du début du siècle, qui s'est soignée avec la cure de raisin, après qu'il l'a codifiée, puis recommandée pour nombre de patients. C'est assez intéressant à lire. C'est pas très technique, ça survole, par contre ça donne des bonnes pistes, et puis c'est assez complémentaire avec ce que vous avez pu entendre ce soir. Et puis ça montre les différentes applications que peut avoir le raisin. On peut utiliser l'argile, on peut utiliser plein de choses, mais c'est pour montrer les propriétés au spectre assez large que peut avoir le raisin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose de saison, qu'on peut avoir de régions, qui est très frais, qui porte vraiment le soleil, qui a pompé les minéraux, et puis où il y a une relation symbolique avec, pour moi, ça va puiser fort dans la terre, quoi. À la limite, il n'y a pas élément vivant qu'on peut manger qui plonge ses racines aussi profondément dans la terre. Je ne sais plus combien de dizaines de mètres ça peut aller, une racine de pied de raisin, mais c'est assez extraordinaire. Donc, on est vraiment dans ce rapport-là, à la terre. Et puis c'est de se mettre au diapason avec la nature. Donc c'est une occasion aussi de se faire une petite introspection, puis de se projeter dans l'hiver, où c'est une phase où on est plus tourné vers soi, on est moins en expansion vers les autres, on prend moins le soleil. Et puis c'est de se dire, je vais essayer de faire cette cure. Tous les ans, j'ai des sinusites, j'ai des laryngites, j'ai des pharyngites, des affections ORL, j'ai des gastro. Est-ce que si mon corps se nettoie de cette congestion-là, est-ce que je pourrais la gérer au quotidien pendant les 4, 5, 6 mois que dure l'hiver? Alors je donne pas là. Le but, c'est pas de donner une réponse, c'est de dire, vous faites-le, essayez-le, et puis constatez. Notez-vous, avant de faire votre cure, ce à quoi vous êtes sujet la plupart des hivers, et quels symptômes vous allez avoir durant l'hiver. Et comment vous vous trouvez avant la cure? Vous faites un point au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la forme physique, au niveau de la volonté, au niveau de la charge de travail que vous pouvez encaisser. Vous faites un point, allez, 2-3 semaines après la cure. Ça, c'est intéressant. Et du coup, là, vous ne serez pas dans l'idéologie, vous ne serez pas dans la philosophie naturelle, vous serez dans le pragmatisme du corps et dans l'observation. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut déterminer où on se trouve sur l'échelle de la santé. Et c'est surtout pas de se comparer à un tel ou un tel, parce que là, on se nivelle vers le bas. Et encore moins de se mettre sous le joug de l'âge, et puis de se dire, de toute façon, c'est comme ça, et puis j'avance doucement vers le cercueil, jusqu'à trébucher parce que je boite. Non, on peut fonctionner autrement, et puis à tous âges, on peut
on peut se libérer de symptômes qui ne sont pas agréables à vivre au quotidien, que ce soit articulaire, digestif, puis surtout au niveau de la fatigue. Je pense que c'est un mal qui est assez dominant aujourd'hui. Fatigue, c'est une toxémie qui est très forte. Et ben, si on a l'occasion de libérer cette charge toxique pendant une cure, ben, généralement on se sent beaucoup mieux après. Et on peut gérer le quotidien sur lequel on ne peut pas toujours avoir une maîtrise. Voilà, je pense que là ça fait à peu près 1 heure, grosso modo. Il y a une partie théorique, une partie pratique. Là, ce qu'on peut faire, c'est échanger si vous avez des questions pour être vraiment dans l'application. Et surtout, si vous avez des expériences de cure de raisin à partager avec les autres, ça serait assez intéressant que vous nous expliquiez ce que vous avez vécu, ce à quoi vous attendiez, ce qui s'est passé en réalité. Voilà, n'hésitez pas à partager, peut-être des choses que vous auriez aimé entendre au moment où vous posiez des questions, à savoir si vous vouliez rentrer dans une cure ou non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des cures de raisin d'ailleurs 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas mal. Alors, toi qui es arrivé en retard, est-ce que du coup, tu es obligé de passer à Bouliette. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Si tu veux pas, tu peux dire non. Ah oui, oui. Ben, j'ai commencé l'année dernière. J'ai fait ça l'année dernière. Et quand j'étais venue à la conférence, et j'ai commencé juste après. Donc j'ai dit, oh, ça va être dur, je vais commencer, allez, on va faire 5 jours. Et du coup, j'ai fait plus de 8 jours. Et j'en ai été vraiment très contente parce que j'ai retrouvé une bonne dynamique. Je me suis vraiment retrouvée en forme après cette cure de raisin. Et j'avais qu'une hâte, c'est de la refaire cette année. Sauf que là, je vais attendre un peu parce que j'ai un mariage dans 15 jours. Ah, bah. Donc, je vais peut-être pas la faire tout de suite. Je vais attendre. Et qu'est-ce que tu as eu comme symptômes pendant la cure? Les symptômes, c'est surtout que j'ai beaucoup forcé parce que j'ai ma fille qui avait déménagé. Enfin, je me suis occupée des petits. Et tout le monde, je dis, oui, j'étais un peu fatiguée après le déménagement, mais bon, je dis oui, mais si j'avais pas fait cette cure, je pense que j'aurais pas pu faire le déménagement et j'aurais pas pu m'occuper de tout le monde comme ça. Donc, toi, c'est d'avoir plus de disponibilité. Ouais, et plus d'énergie, parce que je pense que je n'aurais pas eu autant si j'avais pas fait cette cure de raisin. Donc voilà, et j'avais qu'une hâte, c'est de la refaire. Est-ce que tu as constaté une modification de ton poids, par exemple? Ah oui. Ouais. Ça y est, j'ai repris. C'était mon gros problème. C'était mon Tu avais perdu combien sur 8 jours? J'avais perdu 3 à 4 kilos. D'accord, ok. Donc, après, beaucoup de mal à les reprendre. Donc là, ça y est, je les ai repris. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir les reprendre. Je vais pouvoir les reprendre. À la fin de compte, j'étais bien sans ces 3 kilos. Voilà, je me sentais quand même beaucoup mieux dans mon corps avec 3 kilos en moins. Et bien que j'en ai pas en trop. Mais je me sentais mieux. Maintenant, je sens que j'ai remangé. Est-ce que tu te rappelles si tu avais uriner plus au début de ta cure? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas noté tout ça. J'ai pas tout noté. Est-ce que tu avais des selles régulières? Oui. Donc l'impression de nettoyage aussi au niveau de l'intestin. Okay. Ça peut être variable. C'est où vous pouvez, parce que ce rôle astringent du raisin, il va avoir aussi une action au niveau de la sphère intestinale qui va drainer les choses. Et il y a des gens chez qui ça va provoquer un état constipatoire, départ, et d'autres. Oui, au départ. Voilà, puis après un effet laxatif. Oui. Après, c'est très variable en fait. Mais vraiment à faire. Moi, j'attendais. Et là, ça te remotive du coup. Ça te remet un peu dedans. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était de revenir et de. Super. Voilà. Qui est-ce qui en avait fait aussi? Tu ne conseilles pas un peu de chlorure magnésium? Alors, s'il y en a qui veulent faire une purge avant, on peut prendre du Nigari, un petit peu, ça peut se faire. Les gens qui ont déjà des problèmes d'embouteillage dans les intestins, ils peuvent prendre une cuillère à café de Nigari dans un verre d'eau, faire ça à la limite pendant la préparation de la cure tous les jours. Ça draine un petit peu les intestins pour être sûr que il n'y ait pas d'état constipatoire. Mais de toute façon, généralement, le corps va se réguler. Okay. Mais pour les gens qui sont sujets à la constipation, en effet, ça peut être pas mal de prendre du Nigari. Ça sera beaucoup plus respectueux que pas mal d'autres ingrédients ou aliments qui peuvent servir de purge, qui peuvent être super irritants ou abrasifs. Là, le chlorure de magnésium, c'est assez doux par rapport à ce qui peut se pratiquer.
Il y en a qui font aussi des lavements avec une poche. Ça peut se faire. Si on sent le besoin de venir libérer puis d'accompagner ça, si au niveau intestinal on est un peu faible, ça peut être un bon complément. Encore une fois, là, c'est pas un truc qu'il faut systématiser, c'est vraiment à l'écoute de soi. Si on sait que déjà il y a une faiblesse intestinale, bon, on prépare un peu plus le terrain, en effet avec du chlorure de magnésium, puis derrière, tous les 2 ou 3 jours, on vient faire un petit lavement avec une poche de 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, ça peut être pas mal. Et persil aussi, j'avais pas fait la cure de persil. Oui, le persil. Alors je pense que j'en avais parlé c'est vrai que le persil c'est pas mal parce que ça active la sphère rénale et puis du coup ça accompagne le travail sur les reins puis c'est un bon dépolluant du sang. C'est chargé aussi de minéraux donc voilà le persil. Alors faut pas avoir de problème d'hypertension du coup mais le persil ça peut être un bon accompagnement en effet. J'avais fait ça aussi. Ouais, je crois que j'avais parlé du persil l'année dernière. Le persil. Vous faites de la fusion avec du persil frais. Vous le mettez jamais dans l'eau, hein, c'est ça? Ouais, on le laisse infuser à froid, on prend une bonne poignée de persil frais, qu'on laisse infuser à froid dans de l'eau de source. Le matin, on porte à frémissement, on coupe, on laisse infuser une vingtaine de minutes, et puis on filtre et on boit tranquille sur la journée. Et puis là, ça va vraiment travailler sur les reins profondément. L'idéal, ça serait même de le faire pendant la phase de descente. Comme ça, on est concentré que sur le raisin pendant la cure. Après, on fait comme on veut, et puis comme on peut aussi. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur expérience sur leur cure de raisin? Oui. J'ai fait l'année dernière aussi, pendant une dizaine de jours à peu près. Ça n'a pas été très très difficile, mais moi je fais je fais souvent des compensations alimentaires. Donc ce qui était gênant au bout d'un moment, c'est que j'avais envie de remanger autre chose. Par contre, et j'avais peur aussi, j'ai fait comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'au début je me dis il faut que j'achète beaucoup de raisins parce que je vais avoir trop faim comme j'ai souvent envie de faire des compensations. Et en fait non, petit à petit, je pense... Tu te rappelles combien tu mangeais à peu près? Je sais même pas si je mangeais une grappe par jour. Au début j'en mangeais plus parce que j'avais peur d'avoir faim et finalement... non, parce qu'en plus, comme je fais aussi des compensations alimentaires sucrées, souvent... C'est très sucré, le raisin. Comme c'est très sucré, je suis rapidement comblée, quoi. Donc là-dessus, non. C'est pour ça que le témoignage de rapport d'une expérience, c'est super important par rapport à ce que je vous disais. Là, ce que je vous dis, c'est qu'on a peur. Là, c'est typiquement... Au départ, je crois que je vais en avoir besoin de 3 kilos, puis au final, j'en mange 200 grammes. Parce que le corps, il dit ça, puis elle est calmée au niveau de sa sensation de sucre. Et puis son corps, il dit, si elle est raccord avec sa tête, là, ça veut dire qu'elle était vraiment dans sa cure pour faire ça. Qu'elle était ancrée vraiment dans un truc à vivre à 100%, et que du coup, elle a laissé son corps gérer le truc, et qu'elle n'a pas pris un bouquin en disant, il faut faire 4 repas de 300 grammes. Elle a laissé le corps dire, puis il dit, j'ai juste assez, moi j'ai les ressources, j'ai la vitalité suffisante, je vais faire le travail, j'ai pas besoin d'apport extérieur. Donc, c'est là où le fait d'échanger puis d'écouter des témoignages comme ça va vous conforter, vous, dans le quotidien. À vous dire, c'est pas grave si je mange peu. Je t'en prie, je t'ai coupé, mais c'était sans préciser. Donc, effectivement, je pensais qu'il faudrait manger plus ou que j'aurais envie de manger plus, mais c'était pas du tout nécessaire. Donc, maintenant, je sais que c'est possible de manger peu et de se sentir bien dans sa tête déjà. Physiquement, j'étais pas spécialement fatiguée, mais j'étais aussi en repos. Donc c'était une période où j'étais en arrêt de travail. Donc tu as toutes les conditions réunies, quoi. Voilà. Donc j'avais le temps de faire pas grand-chose, de lire, de me reposer, d'écouter de la musique, comme tu disais tout à l'heure. Par contre, là, cette année, je suis en activité, je suis qu'à 20 heures par semaine, mais j'ai un travail qui est assez physique. Donc je me pose la question de savoir si, parce que je vais la refaire, en essayant de faire une phase de préparation un peu plus réfléchie que ce que j'avais fait l'année dernière. Mais ça me stresse un petit peu de savoir si est-ce que je vais physiquement tenir, quoi. Alors, mets-toi dans la même disposition que l'année dernière, c'est-à-dire ton corps, il t'a dit exactement quoi faire. Si jamais par rapport à un travail physique, c'est trop compliqué, vous allez moduler avec des choses très faciles à digérer qui ne vont pas atténuer les effets de votre cure. En fait, elle sera plus supportable si vous donnez moins de possibilités énergétiques à votre corps d'éliminer, si vous avez bien compris le principe. Donc tu vas casser un petit peu ce processus d'élimination en alourdissant le travail de digestion du corps, donc tu peux manger d'autres fruits.
par exemple. Ou alors tu te fais un bouillon le soir pour relancer un petit peu la machine. Ça sera très doux, ça va amoindrir les effets de ta cure, mais tu seras toujours dans une dynamique de diète qui sera quand même très efficace. Vous pouvez tempérer en faisant ça. Vous dites par exemple, admettons le midi, tu vois, si ta journée est intense, ben, je me mange une banane. Là, ça va demander beaucoup plus d'efforts de digestion, beaucoup plus d'assimilation. Tu vas mettre un autre ingrédient, donc un autre rythme au corps. Et juste en mangeant une banane et demie, ça va te permettre d'outrepasser la fatigue générée par l'élimination du corps. Ça peut être ça. Puis le soir, si jamais tu n'as pas ça, mais tu sens que c'est plus le soir où tu es un peu plombé, bah, tu te fais un bouillon de légumes. Ça peut être aussi par ces petits subterfuges-là qu'on peut arriver à gérer le quotidien. Alors j'ai une question maintenant par rapport à ça, aussi par rapport à la cure. Est-ce qu'il faut être très vigilant? Ça ne s'est pas produit l'année dernière, mais est-ce qu'il faut être très vigilant? J'ai lu des fois différentes choses qui disaient qu'on peut avoir des remontées aussi, comment je pourrais dire, au niveau moral, psychologique. Oui. Il y a des choses qui peuvent ressortir aussi pendant les cures. Est-ce que sur une cure de raisin ça peut arriver et comment on peut le gérer? Parce qu'on ne peut peut-être pas le gérer par une alimentation. Du coup. Non, alors c'est une question qui est super intéressante parce que là, quand je parlais de libération d'acide ou de crise d'acidose, il y a certaines pensées qui sont acides. Il y a certains événements qu'on a eu à vivre dans notre vie qui nous ont colonisés, qui ont eu une emprise forte sur nous et qu'on a gardé. Je pense souvent à des témoignages qu'on me rapporte par rapport à des personnes qui font des irrigations du côlon. J'ai revécu ça, ou j'ai pleuré parce que ça m'a fait penser à ça. Vulgairement parlant, on a sorti la merde de nous. C'est-à-dire des choses enfouies en nous, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire aussi, qui sont cristallisées dans le corps. Et puis quand on s'occupe de sortir les poubelles, même si c'est que d'un point de vue physique, il y a quand même une dimension psycho-émotionnelle qui va apparaître. Bon gré, mal gré, et tant mieux. Et puis du coup, ça va revenir. Alors, c'est pas toujours heureux, c'est clair. Là, ça sera un travail d'intériorisation. Ça peut être beaucoup par la respiration qui fait office d'accompagnement. C'est-à-dire, je me centre, et puis je sais que de toute façon, c'est mes poumons qui oxydent les déchets. Donc avec des grandes respirations, ça va m'éviter de tomber dans la panique. Ça va m'éviter de perdre pied. Et ça va m'autoriser à lâcher prise. Et puis à chaque expiration, je dis, je sais que c'est un événement qui remonte. Je sais que cette situation-là qui me domine, je ne la vis pas tout de suite. Je l'ai vécue par le passé. Et là, elle est en train de repasser par moi. Et de la même façon que ces douleurs qui m'ont fait mal aux genoux pendant des années, je les revis parce que je suis en train de me guérir de ça à travers ma cure. Cette dimension-là émotionnelle, cette rupture, cette perte, cette déception que je revis là, ce sentiment-là, c'est pas aujourd'hui qu'elle me fait mal. C'est il y a des années en arrière, mais là je suis en train, encore une fois, de pouvoir la mettre dehors, elle est plus en feu en moi. Donc c'est au contraire de se motiver, de se prendre par la main, de se dire, je la fous dehors une bonne fois pour toutes, parce qu'elle m'a pollué pendant des années. Donc merci qu'il y ait une porte ouverte tout de suite maintenant, qui se présente, et puis je l'accompagne. Alors ça peut être un travail aussi de dialogue avec un tiers, ça peut être même tout seul, dans la nature, mais ce qui marche assez bien, c'est le travail de respiration. Respiration consciente, et puis de se dire, voilà, des grands inspires, des grands expires, et puis je libère ça. Allez, j'y vais. Et quand on se met dans cette disposition-là, ça passe plus vite. Et puis surtout, on est conscient que ça peut être un état dépressif, des fois. Ça peut être un long spleen, c'est plus rare, mais ça peut être ça aussi. Et puis c'est de se dire, j'accepte, je l'observe, parce que de toute façon, ce n'est pas moi. C'est la personne que j'ai été à un moment donné qui a subi ça. Je l'avais vraiment écrasante sur les épaules. J'ai réussi à le dépasser, ou je l'ai dû l'occulter pendant un moment, parce que j'ai eu à vivre ma vie. J'ai pas pu le gérer. Là, la cure, elle me ramène ça. Je le remercie, et puis je m'accompagne à travers ce chemin-là. Si on cherche à agripper ces problématiques-là avec le mental, on va réactiver les schémas. Et on va tourner en boucle, et on va croire qu'en fait, ça fait partie de notre quotidien. Alors que non, on avait réussi à le mettre de côté pendant un temps, mais il faut se dire, je le libère. Et par une action mécanique consciente, comme le travail d'expiration, on peut produire un effet de libération. Donc c'est vrai que cette dimension-là émotionnelle pendant une cure, elle est assez importante. Les gens qui sont stressés ou qui vivent, de toute façon, le docteur Hammer, aussi controversé soit-il, il avait quand même pointé ça du doigt il y a quelques décennies, qu'à chaque choc émotionnel,
ou plutôt chaque pathologie lourde, je n'ai pas employé le mot de cancer, mais bon, il était cancérologue, ça venait déclenché par un objet émotionnel. Mais qu'est-ce que cet objet émotionnel-là? C'est un stress violent, un stress acidifiant violent qui est venu, mais ultra violent, plus que si on buvait un hectolitre de lait, évidemment, qui est venu impacter le corps violemment et qui est venu déclencher quelque chose qui était en dormance. C'est pas la goutte d'eau qui fait déborder, c'est vraiment le bocal qui vient se déverser dans le vase. C'est-à-dire que la charge émotionnelle des fois qu'on peut vivre dans une vie, elle peut être d'une charge toxique phénoménale. Et de pouvoir s'en libérer de cette émotion, c'est comme si on nettoyait des années de malbouffe. Donc c'est pas à négliger. Tu as raison de poser la question parce que je ne l'ai pas abordé pendant la conférence et c'est une erreur. Parce qu'on a tous des choses qui nous ont empoisonné dans notre vie, qu'on a pu gérer bon gré mal gré. Et c'est vrai que pendant une cure, et d'où l'avantage d'être dans des prédispositions sympathiques, ce que tu vivras sûrement moins, par exemple, quand tu travailles, parce que ton esprit sera plus occupé dans le quotidien, mais que vous éprouverez quand vous êtes dans des dispositions de pleine conscience par rapport à votre cure, c'est-à-dire de vous octroyer du temps. Et là, tu es dans un nettoyage qu'on appelle holistique. C'est-à-dire que tu t'apportes du bien et tu te libères de tout un tas de choses. Là, tu es vraiment dans la cure complète. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vivre tous. C'est-à-dire d'aller dans la solitude, et puis d'être face à nous-mêmes, et puis de laisser sortir. Et là, quand on revient dans le monde, on est tout neuf, et puis on est en béton armé, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Je crois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient dit qu'elles avaient fait une cure. Oui, Christophe? Moi, je suis parti acheter des raisins. Je vais juste faire une aparté sur ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas dit. Moi, je suis un adepte de Johanna Brandt, qui est quand même celle qui a découvert la cure de raisin. Tu en as juste parlé à la fin, c'est que je pense quand même que sur une cure de raisin, il faut quand même vider les intestins régulièrement. Parce que si j'ai bien compris, le raisin élimine énormément de toxines. Les toxines, elles se retrouvent forcément dans les intestins. Il faut quand même pouvoir les évacuer, sinon elles repartent dans le flux sanguin. Hein, c'est ce que j'ai lu. Hein. Donc pour moi, c'est très facile à faire. Alors apparemment, il y a des gens qui sont assez, comment dire... pudiques. Oui, pudiques, voilà. pour lesquels c'est difficile. Ouais. Alors j'entendais quelqu'un qui utilisait donc... du nigari ou du chlorate de sodium, enfin bon, peu importe. Moi, la dernière cure que j'ai faite, je l'ai faite l'année dernière, ici, puisque je travaille ici. Je l'ai fait 17 jours, donc j'avais fait 5 jours de préparation, et puis j'ai fait à peu près 6 jours de reprise. Je travaillais. J'ai eu des moments de fatigue, mais qui sont des moments de fatigue... C'était à quelle période de la cure, à peu près, si tu te rappelles? Les périodes de fatigue? Ouais. C'était plutôt des moments dans la journée. C'est-à-dire que j'avais un coup de pompe, et puis une heure après, ouais, c'était reparti, quoi. Et est-ce que tu te rappelles où était localisée cette fatigue? Oui, c'est une fatigue où j'ai l'impression que j'ai plus de jus. Ok. Pouf, j'ai envie de dormir, j'ai plus de jus. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aversion. C'est-à-dire qu'on a la même énergie, sauf qu'au lieu d'être tournée à l'extérieur, c'est-à-dire tes activités de gérer le magasin, elle est tournée plus vers l'intérieur dans une élimination qui est en cours. Quand vous dites « je suis fatigué » pendant une cure, pendant des périodes, en fait, c'est pas que vous manquez d'énergie. C'est qu'elle se déplace vers l'intérieur. Et que là, quand bien même, avec ta tête, tu dis « ah, il faut que j'y aille là », eh ben tu peux pas. Tu peux pas parce que le corps il est en train de lancer un processus métabolique d'élimination, il est en train de faire ressortir des choses de l'intérieur, et puis il a lancé le programme et tu peux pas l'arrêter. Tu pourrais l'arrêter si tu mangeais. Parce que là, la tâche urgente, c'est « je digère ». C'est pour ça que ce que je te disais, si jamais ça t'arrive au travail, hop, une banane. Là, poum, je vais digérer. En même temps, ça va être qu'une demi-heure de digestion, mais tu auras cassé un processus qui va se relancer quelques heures après. Mais ça sera très doux. Donc là, voilà, ce phénomène d'aversion énergétique-là aussi, il est intéressant à comprendre. Vas-y, tu peux.
Autrement, dans les premières cures que j'avais fait, j'avais pas mal les premiers, deuxième jours des maux de tête, que je n'ai jamais, je connais pas. D'ailleurs, pas de chance pour ceux qui connaissent ça, parce que c'est quand même... Mais ça ne me fait plus. Non, j'ai pas de symptômes particuliers. Si ce n'est que je pense que je suis de plus en plus fort psychologiquement. C'est-à-dire que quand j'ai décidé que je vais faire la cure, inconsciemment, psychologiquement, je m'y prépare. Ouais. Voilà. Tu rentres dedans Je rentre dès que tu as dedans, décidé avec ta voilà. tête. Donc, j'ai jamais éprouvé de faim particulière. Non. Bah, je suis aussi adepte de jeûne, donc on ne mange rien quoi, pendant 8-10 jours. Là, c'est pareil. Ton corps, il vit aussi moins comme un stress, du coup, ces changements-là, et lui, il prend ça comme un rythme que tu lui, entre guillemets, accordes. Oui. C'est ça aussi. Pour ça que moi, je parle souvent des jeûnes hebdomadaires, de se donner un jour où on mange que des fruits, où on ne mange pas. Ça devient comme un rythme pour le corps, et c'est lui qui le demande, et sans que vous y pensiez, vous ne mangez pas. Oui. C'est inscrit, et là, toutes les saisons, si toi tu fais la cure de raisin, ça tombe. Tac, le raisin. Et lui, il y trouve tellement de bienfaits que tu es libéré. Oui, à dans ta savoir tête. aussi que on a une énergie formidable, quoi. Le fait de ne pas manger, c'est ça, comme tu disais, c'est très difficile à faire comprendre, que c'est tellement ancré dans notre société de consommation, c'est de faire croire que si on mange, on sera en forme, si on ne mange pas, on dépérit. Et pendant le jeûne, le dernier jeûne que j'ai fait 8 jours en montagne, j'ai monté 1000 mètres de dénivelé tous les jours, et sans aucune fatigue. Donc, au contraire, on a une pêche incroyable. Puis en plus, tu as eu la chance, si tu étais à la montagne, là, au niveau pulmonaire, là, c'est phénoménal ce qui se passe. Donc j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à se pencher, ou sur le jeûne, ou sur la cure de raisin. Sachant qu'il ne faut pas trop l'écouter parce que les commissionner sur les ventes de raisin. Alors... C'est bien que tu rapportes ton témoignage, surtout 17 jours, ça commence à être, une cure intéressante. Est-ce que tu as déjà fait plus long? Non. Tu restes à 17 jours. Non, Johanna Brandt disait que le raisin avait cette particularité exceptionnelle, puisqu'elle le met comme l'aliment exceptionnel, c'est qu'un travailleur de force peut faire pour elle 3 semaines de travail, de cure de raisin, sans changer son travail. Donc, il est bien ce petit livre, je crois, j'en ai parlé, il va arriver normalement dans le magasin j'espère. Dans la semaine, ça a été commandé. C'est 4,90 € bien dépensé. Et surtout, elle est partie de son expérience à elle. Moi, j'aime beaucoup les gens qui cherchent, qu'on cherchait pour eux, et puis après qu'on transmet. Parce que ça part d'une passion, ça part d'un besoin, d'une nécessité de survie aussi. Et donc, ils ont creusé pour comprendre comment, et puis après, ils ont expliqué pourquoi. Elle a passé sa vie à vouloir le faire aux autres. Ouais. C'est fantastique, quoi. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer. À travers tout les expériences qui peuvent être apportées ou ce que j'ai dit, ça ne vaut pas l'expérience personnelle. Même 3 jours. Même 3 jours, déjà, on se rend compte, on se libère en effet de la peur de dépendre énergétiquement d'une quantité alimentaire. L'important dans l'alimentation, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité de ce qu'on tire. Et là, vous avez un produit qui est complet, dans le raisin. Moi, j'arrive à manger 2 kilos par jour. Quand même. Ouais. Mais ça dépend. Ouais. Ça va dépendre vraiment. J'ai un gros appétit. Ouais. Mais je le découpe en 8 repas. Ok. Toutes les 2 heures. Ça fait des petits repas aussi. Ça fait des petits repas, et je reviens encore à Johanna Brandt qui disait qu'il valait mieux manger une petite quantité de raisin, qu'elle était beaucoup plus utile dans la détoxination que des grosses. De temps en temps, voilà. C'est clair. C'est pas facile pour moi. Mais c'est pas grave, là c'est vraiment des exemples diamétralement opposés entre une grappe et puis 2 kilos, mais c'est le corps qui décide. Maximum, Oui, mais 1,5 kg, c'est très régulier. Ouais. Elle disait grosso modo entre 900 grammes et 2 kilos, 2,5 kg. Ouais. Mais c'est vraiment variable d'une personne à une autre, et puis ça permet aussi de gérer sa détox. Peut-être que si tu étais tout seul à la maison, tu mangerais moins de 2 kilos, on ne sait pas quoi. Ouais. Ça dépend. Est-ce que tu as déjà regardé quand tu étais en repos, est-ce que tu mangeais moins? Non, tu étais même vraiment calé sur cette cure-là? Non, j'ai fait des cures où j'étais à la maison. Alors, à la maison, la problématique, c'est que s'il y a les odeurs de cuisine, je trouve que ça ne se marie pas forcément bien. Et il faut trouver une occupation.
Et je pense que le travail permet au moins, bon, je ne dis pas qu'il faut toujours travailler, mais voilà quoi. Bon, maintenant, ça ne me dérangerait pas d'être à la maison non plus. Non, mais dans les premières cures que j'ai faites, oui, je restais souvent allongé, à lire, je dormais. C'était pas. En fait, bon, c'était bien parce que tu m'as dit que. Ouais, c'est là tu où m'as tu dit que c'est ça là où voulait t'as dire plus que de bénéfices. je pouvais laisser le corps justement détoxiner élimination. tout seul. Mais tout est juste. Déjà, rien que le fait de s'accorder du temps, même si t'es au boulot, c'est déjà bien. Ce que je disais, c'est on fait en fonction de ce qu'on peut. Déjà, le fait de s'accorder une pause, c'est déjà super bien. Est-ce qu'il y aurait des questions? Question pratique, on mange la peau et les pépins? Alors oui, mais au bout d'un moment, la peau et les pépins, ça peut un peu ragoûter. Alors j'ai oublié de préciser les variétés qui étaient les plus recommandables. Donc le chasselas blanc et puis le muscat noir, rouge sont les variétés les plus appropriées pour la cure, dans le sens où elles ont une peau fine. Il y a aussi maintenant des variétés, alors je ne sais pas s'il y en a ici, avec très peu de pépins. Ouais, même sans pépins. Voilà, donc, ouais. Donc ça peut être sympa. Après, il y a des gens, je sais, qui prennent les raisins, ils les mâchouillent et ils crachent les pépins, et des fois ils crachent la peau. Moi, il y a une année, il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, j'avais fait une cure de raisin sur 10-12 jours, mais j'avais fait que en smoothie. Le raisin, il me parlait pas. Par contre, je l'adorais en smoothie. Et donc là, la peau, ça allait mieux, puis ça fracassait un petit peu les grains, voilà. Ça va dépendre. Et il y a des fois, on va avoir envie de croquer dedans, et moi, maintenant, ça m'arrive même de faire des jus de raisin. Par exemple, le matin, je me fais un petit jus de raisin, puis je mange le reste de la journée du raisin. Ça dépend. On peut changer de variété pendant la cure, ça ne va pas influer beaucoup. Il y a des fois, on va être voracement attiré par le rouge, et puis d'autres fois, ce sera plus le sucre du blanc qui va nous contenter. Alors, n'hésitez pas à changer, c'est pour ça, achetez pas à la caisse, mais essayez d'y aller tous les 2-3 jours, vous approvisionnez, vous avez quelque chose qui est plus frais, puis en plus, à l'instinct, vous allez pouvoir ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ou alors vous achetez quelques variétés, 2-3 kilos de 3-4 variétés différentes, et puis vous gardez au frais. Sur l'histoire des pépins, j'ai pas compris en fait si c'était plutôt recommandé d'un point de vue. Peu importe. Bon, Il y a pas, de toute façon, tu ne vas pas les fracasser avec tes dents, donc ils vont repartir dans les selles. Ça peut créer. Alors les gens qui ont des problèmes de diverticulite, les pépins seraient à éviter. Ou les intestins assez enflammés, essayer de recracher les pépins au début. Je voulais juste dire aussi que dans la dernière cure de 17 jours que j'ai faite, moi qui n'ai aucun problème de constipation, au contraire, j'ai un transit sans problème, j'ai dû arrêter de manger la peau et les pépins parce que au bout du 14e jour à peu près, j'ai commencé à être constipé. Ouais. Parce que je ne supporte pas, parce que je suis quelqu'un qui a un problème. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, ouais. C'est pour ça que là, ça peut être d'alterner avec des jus qui viendront justement chasser les sels. Bon, si on n'a pas de centrifugeuse ou d'extracteur, on crache un petit peu les peaux et les pépins. Ou sinon, on utilise une petite douche rectale, une poire ou un lavement, ou alors un petit boc pour vraiment stimuler l'évacuation, quoi. Parce qu'après, ça peut être assez douloureux quand il y a la réintroduction alimentaire et qu'on n'a pas été à la selle depuis 4-5 jours, quoi. Ce qui peut arriver. Si j'ai bien compris, la cure de raisin n'est pas antinomique que quand on a un équilibre acido-basique assez. Au contraire. Alors justement, parce que j'avais entendu plutôt le contraire. Donc, de quelle part? Quand on avait beaucoup d'acidité, il fallait pas trop. Quelles sont vos sources, madame? Parlez. Non, mais des on-dit. J'ai pas lu quelque chose de. Non, mais j'avais déjà entendu aussi. C'était qui tu l'as? Christophe Vézé. D'accord, ok. Et lui, il disait quoi Il dit que après ça devient un peu compliqué, on entend ça, mais bon, il y a deux moments où il faut éviter de faire une cure de raisin, c'est quand on a quand on a un terrain trop acide et que ça va générer une problématique comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps va être obligé d'aller chercher des minéraux ou va taper dans le squelette. C'est pour ça que je disais il faut prendre des bouillons de légumes, mais on peut quand même le faire. De toute façon, si on a un terrain très acide, il faut... C'est obligatoirement de venir... Alors là, on ne sera pas de la cure 100% raisin, c'est clair, mais il faudra venir compenser par des minéraux. Donc là, les minéraux qui sont présents dans les bouillons. Le truc, c'est de toute façon, si on a un terrain super acide, il faut quand même le régler, ce problème-là. C'est clair. Et si
Alors ça peut être au début, ou alors on peut trouver la ruse de se dire, je vais faire des jus de légumes à côté pour amener de la minéralité, ou prendre des jus d'herbe d'orge, ou prendre du green magma, ou prendre des bouillons d'algues qui vont amener tout un tas de minéraux. Il faut aller chercher les minéraux là où ils sont. C'est pour ça que j'ai mis la précaution aussi, j'ai mis le garde-fou pour les gens qui avaient un capital minéral très limité. Et c'est là de dire, amenez-le artificiellement pour que les acides qui sont relâchés et qui vont mobiliser des minéraux ne soient pas pompés dans la masse squelettique, mais soient pompés par ceux qui arrivent par l'alimentation de manière externe. Donc là, ça va être les bouillons de légumes. Moi, je sais que je mets des algues dans les bouillons de légumes pour vraiment avoir une quantité de minéraux assez importante. Ou ça peut être par des jus de légumes, ou même de l'eau de mer de Quinton isotonique. Des ampoules de Quinton isotonique qui peuvent... on prend une le matin, une le midi, deux le soir. Voilà, ou même plutôt le matin, parce qu'on est plus acide le matin, on tend à s'alcaliniser avec la journée. Donc prendre plutôt des choses minéralisantes le matin pour pouvoir vivre sa cure correctement. Après, c'est ce que je disais aussi, si on est très acide, on va veiller à faire plutôt des cures répétées qu'une grande cure. Et puis on va bien préparer sa cure avant en mangeant quantité de légumes à feuilles vertes pour recharger le patrimoine minéral du corps. Donc là, la phase de préparation, elle sera importante. Après, je ne veux pas faire de pub pour moi, mais l'idéal, si on se pose des questions, c'est d'aller voir quelqu'un pour encadrer la cure, pour être sûr de ne pas faire de bêtises et puis d'être cadré. Je dis souvent que les pratiques naturelles, elles le sont, mais on évolue dans un environnement qui n'est plus naturel. On est coupé avec les lois de la nature. Donc, par exemple, je ne conseillerais jamais aveuglément à quelqu'un de jeûner. Si je ne connais pas son terrain, je ne prendrai jamais ce risque-là. Oui, mais même nous, on ne connaît pas notre terrain. Mais c'est à Parce ça que que j'ai commencé. Quand tu dis si tu as un terrain acide, moi j'en sais rien si j'ai un terrain acide. J'avais posé la même question. Oui. Parce Qu'on que le moi voit. je sais pas dans quelle poche j'ai des trous. Toi, peut-être Oui. que tu le sais. Alors, il y a des signes, par exemple, si tu sais que tu as la peau sèche, si tu sais que tu es sujette à des états inflammatoires, par exemple des tendinites, des douleurs articulaires, si tu es un peu nerveuse, tu es un peu irritable, si tu sais que tu fais des infections urinaires, si tu as des éruptions cutanées de temps en temps, des sécheresses cutanées, des pertes de cheveux, des ongles cassants, là tu as tous les signes d'un état d'acidité manifeste. Oui, mais alors toi tu interprètes ça comme ça parce que tu le sais. Moi si j'ai tout ça, je me dis pas tiens, je suis acide. Ah ouais. Là c'est là où je disais, c'est pour ça que sans faire de la pub, c'est ou d'aller voir un praticien de santé ou alors tenter de se documenter pour aller voir des choses puis connaître l'état de son terrain. Après, on peut essayer les bandelettes urinaires mais qui n'ont pas vraiment grande signification. Parce que si par exemple on est en crise d'élimination, on va relâcher beaucoup d'acide, ce qui ne veut pas dire qu'on a un terrain acide. Donc c'est un peu faussé. Ça serait d'aller voir dans la cellule ce qui se passe, mais ça on peut pas le faire. Si on est en crise d'élimination, mais en période hors cure. Ouais, mais on est quand même en crise d'élimination en même temps, ouais. Ouais. Dans l'urine, la bandelette, elle n'a pas forcément. Non, parce que ça va dépendre de ce qu'on a mangé la veille, si on a eu un coup de stress ou si on a moins dormi. Il y a quantité de choses en fait. C'est vraiment, c'est par des tests empiriques. Moi, je sais que les gens, quand je les vois en séance, je les touche, je les regarde, je fais l'inquisiteur, mais sans que les gens s'en aperçoivent aussi. Et puis même quand je dis bonjour à une personne, je vais sentir la main, si elle est sèche, si elle est moite. Si elle est moite, c'est que les reins ne fonctionnent pas, c'est que ça transpire. Si elle est trop sèche, ça veut dire que c'est pas hydraté. Je vais regarder sa peau, je vais regarder ses ongles, je vais regarder ses yeux, je vais regarder les coins de l'œil, je vais regarder les rides, je vais regarder les oreilles, je vais regarder la sécheresse, la peau du cou, je vais regarder si elle s'arrache la... Non mais tout. Et puis je vais raconter des conneries pour que la personne ne se rende pas compte que je le sculpte comme ça. Et puis... Tu l'as dit, c'est foutu. c'est pas grave parce que vous n'allez même pas vous en apercevoir et puis ça sera d'un autre moyen. Et puis je vais la titiller pour voir si elle monte dans les tours ou si elle se contient. Je vais la provoquer. Et il y a tout un tas de choses pour voir la personne où elle en est, au niveau de sa cocotte minute. Si elle est au taquet ou si elle est bien dans ses baskets. Et puis je vais la tester aussi, parce que si je lui donne une recommandation, je vais voir si c'est quelqu'un qui est modéré ou si c'est quelqu'un qui est dans la peur. Si c'est quelqu'un qui est dans la peur, je vais lui dire de faire plus parce que je sais qu'elle fera moins. Et si c'est quelqu'un qui est modéré, je vais lui dire de faire moins parce que je sais qu'elle fera plus. Mais ça, c'est que subjectif, et c'est l'humain en fait. C'est toujours l'humain. C'est pour ça que là, je donne des conseils généraux pour que personne ici se mette en danger. Non, mais ce qui est dingue, Si après je dois aller dans le spécifique,
là, ce que j'ai dit, c'est des durées courtes dont j'ai parlé. C'est des phases de préparation très douces. Si tu viens me voir en me disant j'ai un gros souci de santé, vraiment, ça sera complètement différent de ce que je t'ai dit. Et là, je te dirais, tu m'appelles tous les 2 soirs. Et je vais te dire, tu sens tes urines, tu me dis quelle couleur ça a. Tu sens tes selles, tu sens sous tes bras, tu appuies là. Voilà. Appuyer, si on sent ces ganglions lymphatiques, c'est que là, il y a beaucoup de congestion dans la lymphe, pareil. Donc on peut le faire, on le fait aussi. C'est tous ces signes-là, mais ça, c'est... Mais je crois que c'est Tal Schaller qui a écrit un livre, La santé, ça s'apprend. C'est vrai que ça s'apprend, mais ça s'apprend sur une vie. Ça peut s'apprendre sur des formations, sur des lectures, sur des rencontres, sur tout un tas de choses. Personne ne nous a appris de quoi on était fait. L'équilibre acido-basique, tous les médecins allopathes vont vous dire ça ne sert à rien parce que le pH du sang ne bouge pas. Oui, parce qu'il y a des mécanismes de compensation. Une pluie acide, on va dire c'est rien, ça mouille pareil. Non, ça fait des dégâts. On va dire non, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, si j'observe juste une donnée, je peux tirer une conclusion, mais si je prends les choses dans leur ensemble, évidemment, quelqu'un qui est très acidifié, il va avoir des pathologies inflammatoires par rapport à quelqu'un qui est très minéralisé. Mais il faut aller au bout du truc, et c'est chiant parce que ça demande du coup de l'investigation. Et des fois, c'est pas que par l'analyse, on peut aussi demander au niveau hormonal comment ça se passe, parce que la gestion de la détoxination, ça passe aussi par l'activité des glandes surrénales. Si elles sont épuisées, donc ça on va le voir aussi, la fatigue chronique, on va voir comment les urines, les gens qui disent j'ai des lombalgies, je dis les reins tournent pas bien, s'ils ont un peu de poilage, je dis sûrement des stagnations de matière, s'ils ont des problèmes de thyroïde, pareil, ça va indiquer quelque chose. À chaque fois, toutes les questions, elles ont un but, mais ça paraît des fois complètement anodin. Mais de toute façon, on oublie toujours des choses. Donc le fait de savoir s'auto-diagnostiquer, oui, c'est très complexe. Mais pour moi, la première chose à faire, c'est faut regarder ses selles, faut regarder sa salive, faut sentir son haleine, faut regarder tout ce qui sort du corps. En gros, tout ce qu'on nous a dit qui était caca, pipi pas bien, sale, en gros tout ce qu'on partage tous, 6 milliards d'êtres humains, on nous a dit que c'était pas bien. Donc on est dans la négation de nous-mêmes. Donc si tu sens ton urine, qu'elle est comme ça, ouais, il y a quelque chose qui sort. Si elle sent rien, il n'y a rien qui sort. Donc déjà, tu peux dire, mes reins, ils ne tournent pas. Si mes selles, elles ne sentent pas, c'est bon, j'ai une bonne digestion, ça passe bien. Si ça pue, si c'est disloqué, si ça flotte, il y a un souci. Pancréas, foie, intestin grêle, voilà, ça dénote quelque chose. Mais je vous garantis, ma main coupée, je le jure, tous les gens à qui je dis comment sont vos selles, tout le monde me répond normal. Après, je dis quelle couleur? Normal. Quelle consistance? Normal. Personne n'ose parler de ça. Alors, moi, j'ai un bureau en vieux bois. J'ai toutes les néances de marron pour ceux qui sont venus me voir en séance. Je dis, montre-moi. Comme ça. Non, tu me montres. Eh ben, regarde-les. Et il y en a, moi, j'ai vu, ils étaient à la lampe torche. J'ai dit, c'est tout semble. Et ben, ils étaient c'est comme ça maintenant. Ah, c'est bien. Puis ça sent. Non, ça sent plus. Ça sent un peu comme ça. C'est l'acétone. D'accord, ok. Et là, on peut voir les médecins avant, qu'est-ce qu'ils faisaient goûter l'urine des malades. C'est pas par plaisir, c'est l'outil de diagnostic numéro 1. Il faut mettre les mains dans le cambouis un peu, mais si on n'est pas capable de sentir notre propre urine, les couches de mon fils, je les mets à ça de mon nez. Je fais le détective, je sens sous ses bras là comment c'est dans les replis. Je regarde, je suis tout, je regarde ses yeux, je regarde partout, ses muqueuses, comment c'est. Puis il a pris un coup de froid là aujourd'hui. Ça se voit. On fait gaffe. Il y a tous les signes, tout le temps qui témoignent. Tout le temps. Je regarde les gens comme ils sont, beaucoup de poils sur les bras, ok, beaucoup de sudation, donc ça veut dire que les reins sont fatigués. Tout le temps, un petit truc, toujours un indice qui traîne. Absence de pilosité là, ok. Petite cage thoracique pour l'homme. Regardez la pilosité de Christophe par rapport à la mienne. Pareil, non mais ça témoigne aussi d'un fonctionnement hormonal qui est complètement différent. Donc je ne vais pas pouvoir prescrire la même chose à lui qu'à moi. Quelqu'un qui dort moins que moi, qui accepte plus la charge de travail que moi je brûle toute mon énergie, on peut avoir le même capital énergétique, moi je brûle tout. Le feu, lui, c'est grosse inertie. Donc ça s'observe aussi. On est tous différents là. Donc la cure, elle ne produira pas les mêmes effets. On ne peut pas recommander la même chose. Naturellement, toi, tu seras beaucoup plus acide que
par exemple, Lucille. Pas le même tempérament du tout. Il y a des gens qui vont être prédisposés pour des professions intellectuelles et d'autres physiques. Et c'est pas péjoratif et il n'y a pas d'échelle, c'est le fonctionnement hormonal qui détermine l'activité. C'est le docteur Jean Gauthier qui avait beaucoup mis ça à jour, qui a beaucoup travaillé sur le fait qu'on est dépendant de notre fonctionnement hormonal. Au niveau de l'assimilation, de la détoxination, puis surtout du caractère psychologique. Lui, il avait fondé l'endocrinopsychologie. Ça, c'est fascinant, quand on se rend compte qu'on est dépendant de notre état hormonal. Et lui, il avait travaillé sur les délinquants sexuels. Ils rééquilibraient leurs hormones, ils n'avaient plus de pulsions sexuelles. Sous la dépendance de l'hormone. Des gens qui sont addicts au sexe, à la drogue, au sport, etc. Hormonalement, ça pousse, c'est dépendant d'eux-mêmes, esclaves d'eux-mêmes. Alors ça, faut le regarder, donc il y a des aliments, il y a des choses, il y a des facteurs qui vont stimuler cette production d'hormones, et c'est pour ça qu'il faut aller toujours à l'encontre, pour toujours équilibrer la balance. Et quand on va vivre une cure, ça va réactiver des choses comme ça. Donc c'est là où il faut avoir le nez, puis se connaître un petit peu pour dire, il va falloir que je me tempère, ou alors de dire à quelqu'un qui nous observe, est-ce que toi tu peux me connaître pour me guider ? Ou c'est de dire aux compagnons ou aux amis, serre-moi de garde-fou. J'ai envie de faire une cure, mais j'ai pas envie d'aller dans l'immodération, ou j'ai pas envie d'être dans la peur. Rassure-moi ou calme-moi. Là on parle que de la santé physique, mais on est tellement plus que ça. Évidemment que si on arrive à se passer d'eau pendant des dizaines de jours, on vit aussi par un état subtil. Et qui nous dépasse et qu'on ne comprend absolument pas. On peut faire toutes les recherches qu'on veut, on arrivera à comprendre une partie d'une partie, c'est-à-dire seulement physique. Mais tout ce qui est psycho-émotionnel et psycho-spirituel, on ne touchera jamais ça, il n'y a que nous qui pouvons le vivre à l'intérieur. Et ça nous dépasse absolument. Mais on peut quand même, sur le plan physique, s'auto-analyser. Ou sur le plan psycho-émotionnel, se dire, j'ai ce schéma-là qui est ancré. J'ai hérité ça de mon père. Par le climat familial, j'ai pris ce mimétisme-là d'action. Je le sais. Je suis dépendant de ça. Je vais essayer de m'en détacher, je vais essayer d'équilibrer. Mais de toute façon, cet élastique qui me retient au quotidien. Je ne suis pas prêt encore à le couper, je ne peux pas le couper. Si je suis trop immodéré, je vais le couper, je vais aller à l'excès, puis ça ne va pas être bon pour moi. Mais je sais que c'est là. Je suis en état d'observation, puis j'essaye d'améliorer au jour le jour. Ah ben non, c'est pas facile. Pour ça, c'est le travail d'une vie. Hein. Tout le temps. Et puis je pense jusqu'au dernier souffle, on n'aura pas compris l'essence de notre corps, puis l'essence de qui on est. Mais c'est ça qui est beau aussi. Et même dans la souffrance, des fois, on peut se découvrir. Et dans une cure, c'est ça qui peut être bien, se dire, putain, je pensais pas que j'avais autant de ressources. Je pensais pas que j'étais capable de m'imposer une diète de 15 jours sur un aliment, moi qui ai des compulsions alimentaires tout le temps. Je pense que Hélène, tu as eu une satisfaction sur toi. Oui, parce que je pensais pas du tout pouvoir ne manger qu'une sorte d'aliment. C'est vrai que je fais des compulsions plutôt sucrées en général, mais j'aime les deux. J'aime le salé aussi. Et j'ai pas encore tout à fait compris pourquoi c'était comme ça, mais ça me faisait peur de ne pas avoir l'accès à la nourriture en fait. Et le fait de pouvoir manger 4 grains de raisin par repas, je me suis dit finalement non, j'en ai pas autant besoin que ça de cette nourriture. Je peux vivre sans ça. Même émotionnellement, je peux vivre sans ça. Mais tu parlais d'élastique tout à l'heure. Alors là, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais moi j'ai un élastique qui fait que, entre autres, je me dis, je vais toujours me diriger vers la nourriture de toute façon. Je sais que je suis capable de peu manger pour vivre, mais j'ai des fois tellement peur que je vais quand même manger. Ça va être mon secours en fait. Même si je sais que je suis capable de ne pas le faire. Quand on a une problématique dans la vie, qu'est-ce qu'on fait généralement le soir ? On se blinde le bide. C'est-à-dire que la présence d'esprit qu'on pourrait avoir le ventre vide, toute l'énergie, toute l'attention va être mobilisée sur la boulasse, là, on va dire, la sphère intestinale pendant 3 heures. Pour peu qu'après on se mette un film ou n'importe quoi, je débranche le cerveau, j'active le corps, et ma problématique, je la mets derrière. Sauf que pendant une cure, pas de chance, on est face à soi. Et on avance très vite. Et il y a des gens qui m'ont dit, j'avais des problématiques dans la vie, j'ai jeûné, ça m'est venu.
C'était linéaire. Parce que je mettais plus cette entrave au quotidien de dire 3 fois par jour, 3 heures, donc 9 heures par jour, je viens bloquer ces processus-là où cette réponse par rapport à cette problématique donnée, je l'ai, mais elle ne peut pas s'exprimer. Donc c'est ça aussi qui joue. Donc des fois, on peut être bloqué dans un passage de sa vie. On a tous la réponse en nous. Le plus dur, généralement, c'est d'accepter la réponse. On sait tous ce qu'on a à faire, mais c'est pas arrangeant. Comme là, si je vous dis, admettons, tu as un problème, je te dis, fais 3 semaines de raisin. Ça se trouve, t'en es convaincu. Putain, fais chier, j'avais pas envie qu'ils me disent ça, quoi. C'est pas ça que je veux entendre. Dis-moi un truc, donne-moi une pilule miracle, aussi naturelle soit-elle. Non, ça va passer par ça. Et il y a des gens, en séance, je vais leur faire aller enlever l'aliment qu'ils aiment le plus, quand bien même c'est pas celui-là qui est le plus nocif. J'allais dire juste pour les embêter, mais juste pour leur donner la force d'eux, après. C'est pas vicieux, c'est dire, c'est un calcul, on tente le coup. J'appelle ça le point d'inflexion. C'est la personne, si elle déjà demande de l'aide, elle est prête à basculer. Elle a juste besoin d'être poussée, et puis d'être surprise des fois. Et là, il se passe des trucs où c'est la personne qui a la fierté de se découvrir elle-même et puis de se soigner elle-même. Pas sur les conseils de Fabien Moine, mais se dire, en fait, je suis venu entendre souvent un truc que je savais déjà. Mais c'est venu valider. Et ça me donne l'impulsion, la confiance ou le courage. Il y a des gens, je leur dis rien d'autre que ce qu'ils veulent entendre. Je leur recommande, ça je fais. Je dis pas, mais tu es venu entendre une approbation, je te bénis. Voilà, tu vas en paix mon fils. Mais c'est juste ça, ils ont synthétisé toutes les infos, ils ont fait des recherches, ils ont expérimenté, ils savent, ils sont prêts, et il manque juste le petit coup de l'absence de confiance en soi ou la peur, ils viennent se la faire donner ou enlever pendant 1 heure, et puis après c'est parti. Si c'est juste ça, l'autre, à quoi il peut servir, c'est déjà vachement bien, quoi. Pour ça que le fait d'encourager les gens à se prendre en main entre nous, amicalement ou en famille, ou de supporter quelqu'un qui fait une cure, c'est déjà énorme. On ne peut pas savoir les effets que ça peut produire sur quelqu'un qui essaye de se prendre en main, puis qui doute, qui a peur du regard des autres, puis on dit c'est super ce que tu fais, rien que ça. Ça enlève un fardeau. Donc c'est bien de se l'entendre dire à soi, et n'hésitez pas à le dire aux autres aussi. Ah, mais il y a plein de gens aussi qui vont me dire qu'on est cinglés. C'est quoi? C'est leur peur qui parle. Oui. Ils en ont rien à faire que tu t'abîmes la santé. La plupart des gens, on n'a pas grand-chose à faire de la santé des autres, ils ne s'occupent déjà pas de la leur. Oui. Mais par contre, toi, ce que tu entreprends, ça les interroge, qu'est-ce que je rate, moi? Parce que ce champ de vie que je ne connaissais pas et que je n'ose pas expérimenter, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Regarde quand tu commences à manger différemment, ce que disent les gens. Tu n'as parlé à personne, tu fais juste ton assiette, tu te crois malin d'eux, et surtout quand tu tombes malade, tu vois, et ça rassure les gens. Toi, tu auras beau leur expliquer que c'est une crise d'élimination symptomatique, et vont te dire non, Gad, tu vois. Donc eux, ça les rassure, et rien n'en changer parce que, voilà. Oui, mais après, pour soi, il faut quand même être solide. Ah ouais. Pour se dire, oui, je vais quand même continuer, même si... C'est pour ça qu'il faut être convaincu et que les effets qu'on ressent dans notre corps, et puis c'est aussi pour ça que je donne des infos, dire paniquez pas sur les symptômes, ça c'est normal, préparez-vous bien, soyez stable psychologiquement. L'autre aussi, il va venir valider ça, ça va être un miroir. Et évidemment qu'il va chercher à te faire vaciller. C'est pour ça qu'il faut s'entourer aussi de personnes harmonieuses, et quand bien même elles ne sont pas dans cette démarche-là, au moins elles sont dans le respect, et puis de dire, ouais, moi je connais pas, je suis sceptique, mais j'attends de voir sur toi. Et puis si ça marche, tiens, l'année prochaine, ça me dit bien qu'on le fasse ensemble. Il y a des gens qui demandent que ça, d'être inspirés par les autres. Et c'est une peur aussi. Là même, peut-être ici, il y a des gens qui ont peur de faire la cure, qui viennent chercher une rassurance vers ce que je dis. Et puis peut-être que demain, c'est elles-mêmes qui lèveront les peurs d'un tiers dans leur entourage. Donc c'est de dire, même des fois, si ça paraît, par votre expérience, c'est pas le bon chemin, dès l'instant qu'une personne entreprend quelque chose pour elle-même, il faut toujours l'encourager. De lui dire d'être à l'écoute, elle va savoir rentrer dans les clous. On a une somme d'expérience, c'est pas grave si on se trompe ou si on casse mal une cure, si on reprend mal, on se dit, comme tu dis, il me tarde d'être à celle d'après, c'est super. C'est super déjà de se dire dans une dynamique, j'ai vécu quelque chose de bien, je le ferai encore mieux la prochaine fois, je vais le peaufiner, je vais mieux reprendre, je vais mieux me préparer, je vais faire moins d'activités à côté, en effet. Puis chaque fois, ça sera une expérience nouvelle. Mais il ne faut pas se laisser désarçonner par l'autre, il faut se dire, je vis mon expérience. Et c'est pour ça qu'il faut le présenter tel quel aux autres.
je fais une expérience. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ça va me sauver. Il ne faut pas communiquer que de l'élan positif. Il faut dire, oh, j'ai entendu ça, voilà, je me posais des questions, j'essaye. Très détaché. Quand bien même vous êtes super accroché. Ça, les gens n'ont pas trop pris sur ce que vous dites. Si vous dites c'est super bon pour la santé, le grand chevelu il a dit que c'était bien, on va dire ouais mais c'est nul les trucs New Age, là, c'est parce que tu es en train de virer bobo, laisse tomber. Donc non, faut le prendre avec détachement, faut le faire avec simplicité. Et puis sans y mettre de grosses attentes, comme ça on est sûr d'être pas déçu et on communique pas. Par exemple, je dis là je vais guérir mon foie en faisant une cure de raisin. Alors les autres ils vont dire t'apportes plus ton foie. Ah bah non, ah bah tu vois. Donnez pas le bâton pour vous faire battre non plus, vivez votre truc tout seul quoi. Tout seul mais aussi Non, mais en aussi, partage. Ce qui est important de se dire, c'est que tu peux faire ça sans être malade. Tu n'es pas obligé d'avoir 36 000 trucs. Des fois, Bien sûr. Voilà, non, mais c'est ça. C'est pas parce que tu es malade que tu fais ça. Non, parce que c'est un rythme biologique Ouais, humain. mais oui. C'est Non, mais pour ça que j'ai on peut commencé la dire, conférence mais par tu fais ça pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, ils font ça pour maigrir, donc ils vont faire ça n'importe comment, là. Et puis, ils n'ont pas forcément des bonnes expériences après. Oui. Donc ils vont dire, ouais, non, mais c'est nul ce truc. Or qu'en en fait, c'est pour soi, pas forcément pour... Exactement, c'est pour soi et pas pour calquer quelque chose. Non, mais c'est quand même important de bien comprendre comment ça marche pour pas faire n'importe quoi. C'est cadré. Et en effet, aussi naturel que ça soit, ça c'est inclus dans un contexte qui n'est pas super naturel et puis appliqué sur un terrain qui est peut-être un peu déséquilibré, surtout au niveau de l'acidité ou alors du manque de vitalité. Oui, puis dans une société qui est autour quand même. Oui. Parce que tu disais, je peux pas, j'ai un mariage, mais on a un repas, on a un machin. Ouais. Tu te dis, non, merde, tu fais cure de raisin. Ça, c'est pas facile non plus. Ouais, non, mais c'est vrai. Composer avec l'extérieur, c'est assez compliqué. Ouais, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut trouver du temps où on n'aura pas de... Aucune habitation. Oui, mais on a toujours un truc. Mais à un moment donné, il faut les mettre un peu entre parenthèses. Ouais. C'est assez compliqué. Voilà, bon, on va tous faire une super méga colocation là pendant un mois, on va se retrouver. On va acheter 50 kilos de raisin par jour et puis ça va être bien. Oui, c'est... Bon, après, ça dure un petit temps. Ouais, Non, mais t'es c'est invité, c'est tout le temps une simplement, histoire de comme ça, compromis. Tu dis, oui, je viens, mais... tu fais pas ça. Tu peux le faire. C'est aussi se respecter. Hein. C'est aussi se respecter, puis c'est aussi amener une information à l'autre. Oui. Quand bien même tu vas être raillé, c'est sûr, ça fera travailler, c'est sûr. Moi, il m'est arrivé, par provoque, je suis un peu taquin, dire tu manges pas, non, je jeûne. Et puis je suis en bout de table, souvent on avait fait un truc et tout, je fais non, je me nourris de votre présence. Alors, je mets la pression, je dis vous avez intérêt à dire des trucs intéressants, parce que je vais être attentif, je vais pas regarder mon assiette. Je prends ça à la rigolade, mais je l'ai fait plusieurs fois. Parce que je dis c'est ce qui est important, c'est pas qu'on se détruise la santé l'un et l'autre. Parce qu'en général, les repas entre potes, ça sert du pinard, les apéros, ça bouffe gras, puis on défait le bouton, on raconte des conneries et tout. Puis je dis l'important c'est qu'on se voit pas beaucoup, là qu'on profite. Donc moi je suis content d'être avec vous et la nourriture je m'en fous. Mais taquin un petit peu. Mais aussi pour amener moi un truc, et je le pensais vraiment ce que je disais en même temps. L'important c'était de voir mes amis. Moi, je suis super content quand j'invite des gens, je fais super à manger, j'aime bien faire découvrir des choses, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir les gens, quoi. Donc tu peux amener ça, toi, avec ton raisin. Puis tu peux amener aussi un autre sujet de discussion. S'il n'est pas polémique, évidemment. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, le sujet de discussion, ça peut être le raisin, ou pourquoi la santé, ou pourquoi l'alimentation. Ça peut être ça, plutôt que de dire, il y a Sarkozy qui se représente, ou il y a Hollande qui a une tête de flanc, et puis que ça s'envenime les verres de vin aidants, là. Oui, mais le vin, c'est du raisin. Oui. Moi, il y a des gens qui me disent toujours, est-ce que je peux faire une cure de pinard? Je dis, tu peux essayer, quoi. Il y en a qui le font. Hein. Tu peux prendre du jus de temps en temps. C'est du jus fermenté, hein, tu peux essayer. Hein. Tout se fait, hein, tu peux. Hein. Par contre, tu nous rapportes les résultats, j'ai bien envie de dire. Il y a des gens qui se filment en faisant des cures en ce moment, là, j'ai vu, tu te filmes, tu fais une cure de 21 jours de pinard à 12 degrés. Et rien d'autre. Voilà, puis rien d'autre, évidemment. Hein. Parce que chez toi, ça va, là, tu peux te reposer. Voilà, c'est ça.
vous raconterai ça l'année prochaine. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, la participation, votre écoute. J'espère une chose, c'est que ça aura enlevé quelques peurs, puis donné quelques informations si jamais vous étiez tenté par la cure. C'était vraiment le seul but de cette conférence, pas de vendre du raisin, pas de vendre du rêve, et pas de vendre quoi que ce soit, mais amener des informations pour avoir plus de connaissances, pour lâcher certaines appréhensions et certaines peurs qui pourraient faire qu'on ne puisse pas bénéficier de cette cure, qu'on puisse l'envisager. Voilà, je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous.